Voilà, bonjour à tous. Noir et blanc, couleur un peu spéciale, pour un invité spécial qu'on va nommer Franck. On n'en dira pas plus. Vous allez le découvrir au fur et à mesure, en tout cas, des émissions. Nous allons en faire plusieurs. Je suis ému, hein, c'est un peu normal. Et vous allez comprendre pourquoi. Il faut rester jusqu'à la fin, puisque c'est toujours pareil, hein. Si vous regardez un épisode de Columbo, Columbo avec cette spécificité de montrer en tout cas le criminel et puis les lieux du crime, comment il procédait. Et toute l'idée était de savoir comment l'inspecteur qui jouait l'idiot du village allait découvrir les choses. Bah, je suis pareil. Voilà, on va faire la même chose. On découvrira au final qui est Franck. Euh, on va vous le présenter. Et voilà, donc c'est parti. Bonjour Franck. Bonjour Voilà. Didier. Alors, notre rencontre s'est fait simplement sur un commentaire sur lequel tu as brillé de mille feux, faut le dire, hein, faut être honnête. On va être comme deux amis qui se rencontrent après une longue absence et qui finalement sont obligés de mettre à jour un petit peu leur connaissance de l'un et de l'autre pour des raisons pratiques déjà, pour dire voilà comment as-tu avancé de ton côté, comment j'ai avancé du mien. On va prendre cet entretien de ce pied-là, hein, parce que ça arrive à tout le monde. On perd de vue les gens. Et quand j'ai lu ton message, Franck, sur l'un des commentaires que tu as fait, tu t'es distingué, vraiment. Il y avait une lumière extrêmement brillante qui a su jaillir, en tout cas, entre les mots et les lettres que tu as supposés, comme quoi que même le fait de taper sans être graphologue et pas forcément avec le truc curviligne, qui est caractéristique de ces études d'écriture, et bien à travers les lettres, il transpire une énergie qui se transmet même via Internet. Donc, preuve est faite que ça fonctionne. Et j'ai tenu à te contacter pour dire, mais qui es-tu? Comment en es-tu arrivé là? Et quelle est cette verve qui alimente ce verbe que tu manipules si bien, autant à l'oral qu'à l'écrit? Il y a quelques vidéos de toi. Ne vous inquiétez pas, son identité sera petit à petit révélée. On joue les mystères pas pour teaser la chose, mais vraiment parce qu'il y a tout un intérêt à le faire et vous le comprendrez au fur et à mesure de l'histoire. Franck, j'ai envie de te dire que finalement tu es un peintre de la vie. Tu peins la vie avec des mots et ça j'adore. C'est juste ça qui m'a vraiment subjugué chez toi. Et c'est pour cette raison que je voulais t'inviter auprès de des studios pour que tu puisses témoigner. Parce que, comme je dis, il y a des perles rares sur le net qui gagnent à être connues et tu en fais partie. Franck, qui es-tu? Merci Didier de me donner la parole. Qui suis-je? C'est une très bonne question, une question qui a animé une grande partie de mon expérience terrestre depuis mon enfance. C'est vrai que euh, à tous les moments où j'ai fait des pauses dans ma vie, à tous les âges, euh, j'avais cette question qui tournait en boucle. Qui suis-je? Qu'est-ce que finalement cette embarcation-là dans cette réalité, au milieu d'une famille, au milieu de parents plus grands, bien plus grands que nous, qui finalement vont répondre à des injonctions d'autorité qui eux-mêmes les ont reçues en héritage par des aïeux qui se trouvaient un tout petit peu plus en avant que l'instant dans lequel j'étais. Donc le fameux qui suis-je, aujourd'hui je peux répondre, je suis une âme, je peux le dire, je suis une âme qui a été souvent perdue dans beaucoup d'histoires d'incarnation, avec une grande souffrance de mélancolie, de tristesse, de responsabilité toujours pas facile à avouer. Une âme qui a pu, tant bien que mal, essayer de s'extirper des champs d'information du vide, polarisé par tout un tas de pollutions énergétiques puissantes. Et j'ai découvert tout ça dans cette vie d'incarnation sous le prénom de Franck, ici, finalement, dans cette vie d'incarnation qui allait devenir finalement cette vie du passage entre finalement quelque chose d'énergétique, d'intelligent, et finalement l'arrimage à la chair, à la matière. Et c'est cette vie-là qui m'est proposée aujourd'hui et que j'ai pu transformer comme un véritable rendez-vous
un rendez-vous avec moi-même, une rencontre de soi à soi. Dans cette réalité, quel que soit le décor immédiat, quelles que soient les actualités, aussi violentes soient-elles, aussi douces soient-elles, et voilà, suffisamment d'avoir eu le temps de trouver de l'espace vibratoire pour faire cette rencontre de soi à soi. Alors voilà, qui suis-je aujourd'hui? Je suis une âme, Didier. Voilà. Une âme, et une très très belle âme qui a beaucoup de choses à transmettre, à donner, et tant d'amour à fournir aux autres, parce que tu as un cœur plus gros que toi. Donc, je demandais comment il rentre dans ta poitrine. Ça, c'est quelque chose qui m'a subjugué dans les quelques vidéos que tu as faites. Voilà, pareil que vous ne pouvez pas trouver pour l'instant, parce que vous n'avez pas l'information. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se définir soi-même, hein. On le dit, il y a toute une vie derrière, et la définition change à chaque fois que l'on va modifier, en tout cas, son état d'esprit. Une rencontre au jour le jour, un événement fait que vous n'êtes plus la même personne que la veille. Tout événement change une vie, bouscule des choses, hein. Il n'y a qu'à voir lorsque vous devenez parent, lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous tombez amoureux, ou que vous apprenez, par exemple, une très mauvaise nouvelle, la maladie notamment. On va parler de tout cela, de toutes ces transformations, et on peut en déduire finalement que chaque personne est un univers. On voit bien que finalement l'aérospatiale, la NASA, on en est au balbutiement, c'est un saut de puce juste de sauter sur la Lune, et on a des difficultés incroyables à aller sur Mars. On se tend vers là-haut, preuve que l'être humain est sans cesse à la recherche de se dépasser soi-même. Mais simplement, à l'intérieur de nous, il y a une énorme map monde nommée de Terra Incognita. Et cette terra incognita est à se demander pourquoi on va voir et chercher ailleurs ce qu'on en a à l'intérieur de nous. Et Franck est un explorateur justement de ces terres inconnues qui nous sont inconnues. Et c'est son travail, c'est sa façon d'amener les personnes à découvrir les terres non explorées de soi-même. C'est comme ça que j'aimerais te définir de mon point de vue. C'est comme ça en tout cas que j'ai vu ton cœur briller, tel le cœur de Jésus rayonnant, hors religion, hein, toute spiritualité, justement. Mais c'est comme ça que je t'ai perçu. Et ça m'a touché, touché profondément, parce que finalement, je me dis, on ne peut laisser un tel cœur comme ça briller pour rien. Il faut qu'il éclaire le monde. Alors, Franck, j'ai envie de te dire, lorsque tu accompagnes des personnes, parce que tu accompagnes des personnes, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles viennent chercher finalement? Est-ce qu'elles sont au courant de leur propre définition, ou elles ont besoin de se définir et d'être accompagnées par toi pour que tu puisses dessiner leur dessin? Alors effectivement, pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est juste, effectivement, nous sommes au balbutiement d'une rencontre entre la cohérence donc de la chair et du corps, de tous les espaces vibratoires qui nous sont proposés, pas très loin, très proches en fait à notre vérité. Notre réalité ne peut s'établir que dans cette relation à la chair, puisque si nous sommes là, ici, dans cette réalité, c'est parce que notre corps s'y trouve. Et c'est lui qui est branché à la grille du tout. Il n'y a rien d'autre que le corps qui est branché à la grille du tout. Il n'y a pas d'autre endroit de l'espace-temps que la chair. Et tout ce qui se passe à l'extérieur est une résonance qui se passe déjà à l'intérieur, dans des champs morphiques, vibratoires, que certains d'entre nous sont capables de connecter. Alors, quand une personne vient me voir, souvent, elle est déjà consciente qu'elle a une difficulté à dépasser. Donc, elle vient avec une intention, quelquefois pas très précise, mais on va trouver finalement un peu plus de précision lorsqu'on va faire un débriefing ensemble et regarder un petit peu où elle en est et qu'est-ce qu'elle vient chercher. À ce moment-là, il y a de tout sur le fauteuil, c'est-à-dire que je vois en fait la connexion directement avec l'âme, c'est-à-dire l'essence de vie qui se trouve derrière les filtres, et je vais voir tous les filtres qui sont assis devant moi, qui sont en conflit, qui sont en combat, qui sont en manque de coexistence, qui sont en manque d'amour, c'est-à-dire toutes les mémoires vibratoires, cellulaires que la personne porte. Donc elle vient s'asseoir sur le fauteuil et finalement je vois l'essence de vie, l'âme, derrière les filtres, derrière les mémoires. Et mon job, c'est d'accompagner cette âme à se libérer de ses mémoires. Et en se libérant de ses mémoires, elle va informer la personnalité, donc le mental.
Et il va y avoir un jeu qui va se faire à l'intérieur du corps directement. C'est le corps qui prend en charge donc la guérison, qui prend en charge le soin. C'est pas le mental. Le mental est incapable de saisir l'ensemble des capacités vibratoires, mais tout doucement, il va se mettre au service du cœur par donc son propre éveil. Au fur et à mesure des séances, on a un mental qui change de fréquence et qui finalement commence à opérer avec le cœur. Et une fois qu'il est rebranché au cœur, l'âme peut commencer son travail. Et elle va déboîter, elle va déboîter de toute façon toutes les mémoires dont elle n'a plus besoin. Mais il ne faut pas que ça passe par autre chose que le cœur, parce que c'est le cœur qui va transmuter l'ensemble de ces mémoires énergétiques. Et il n'y a que le cœur, donc l'amour, qui est capable donc de mettre au point zéro ces vieilles mémoires. Et ça, c'est éprouvé par la chair, c'est-à-dire que c'est la chair qui va valider les nouveaux signaux et qui va restituer à la personnalité le système de guérison. Voilà, il n'y a pas de guérison tant que le corps ne valide pas une nouvelle vibration. S'il garde une vibration, c'est qu'il a quelque chose à libérer, et tant qu'on ne l'accompagne pas à libérer cette vibration, il la garde. Voilà. Et notre job, c'est de l'accompagner à libérer des terrains pour laisser donc la véritable fréquence de l'âme se manifester au cœur des cellules. On fait un peu comme une radio, c'est-à-dire que nous avons un programme originel à laquelle nous avons une véritable fréquence qui est la nôtre. Nous avons dans cette singularité une ligne, un peu comme un ADSL, dans l'espace et dans le temps, une ligne qui est à nous, que personne peut coloniser, que personne peut prendre. Ça, c'est notre véritable connexion. Mais bien sûr, il y a des champs d'information qui sont des résistances et qui viennent obturer ces fréquences, ces passages de fréquences. Et moi, mon job, c'est finalement de trouver ces filtres, ces fréquences, de les dissiper avec l'aide du cœur, avec l'aide de la conscience, et demander donc à l'âme et à la personnalité de s'embarquer toutes les deux à honorer la vie, à se mettre en mouvement pour guérir. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment une rencontre entre le mental et l'âme qui se fait. Et puis de toute façon, nous sommes deux. Tout dans l'espace fonctionne par le double. Il y a déjà un scientifique qui est un petit peu controversé, mais qui a déjà compris que le système de l'univers est vivant. Bon, c'est déjà Einstein qui le disait. C'est sûr que l'univers est vivant. Il pense, il réfléchit. C'est un homme, hein, c'est un être humain, l'univers. Mais il n'est pas tout seul. Il y en a deux, voire quatre. En fait, c'est le modèle Janus de Jean-Pierre Petit qui finalement n'est pas double, mais qui est 2 fois double. Et ce sont les 4 champs d'information qui nous sont proposés. Donc, toutes les informations viennent du corps physique, du corps spirituel, du corps émotionnel et du corps mental. Et c'est cette convergence à un point qui va permettre la bonne gestion de l'information. Au plus vous êtes connecté à votre âme, au plus vous devenez un système feedback dans le grand tout, au plus votre vie devient une véritable réalisation. En tout cas, très beau, très belle introduction, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. On va, au fur et à mesure, comprendre ce qui se passe. Alors, de manière chronologique, ce que tu proposes, en tout cas, on va le découvrir dans les autres émissions. On va se concentrer peut-être sur la genèse. La genèse, maintenant, on va revenir aux sources. C'est juste pour vous donner un avant-goût, en tout cas, de la finalité. On vous donne un peu comme, comment dire, quand on va voir le 14 juillet, comme on appelle ça, les feux d'artifice, on vous donne un avant-goût du final. Mais on va revenir à la préparation, justement. Alors, le fait d'avoir démarré l'activité que tu as aujourd'hui, ça s'est pas fait tout seul comme ça, de but en blanc. Il y a eu un long cheminement, un travail qui s'est fait. Et puis, beaucoup sur les pas des rencontres qui ont dû se faire, et qui t'ont inspiré, qui t'ont mené au chemin que tu fais aujourd'hui. Et comme on le sait toujours, le but, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on se fixe un but au départ, il semblerait que ce but soit ce but ultime, et finalement, en cours de route, on découvre encore autre chose de merveilleux. Alors, je vais vous parler rapidement de Jason et les Argonautes. Est-ce que tu connais, Franck? Un petit peu, oui. Alors, Jason et les Argonautes, c'est quand même un vieux film, hein, fait des péplums à l'époque en stop motion, où on voit des titans. C'était l'époque, voilà, du cinéma. Il y a Douglas qui joue dedans. Non, c'est pas Douglas, mais c'est l'époque. Hein. Oui, c'est ça, Ouais, le c'est western, ça. ouais, effectivement.
Mais Douglas avait fait, je crois, Spartacus. Voilà. Oui, voilà, Voilà. je confonds. Oui, oui, c'est ça. Et Spartacus, comme Mais info. c'est le même, on est dans la même énergie, en tout cas, de film Peplum, voilà. Et donc, c'est vrai que Jason et les Argonautes, Jason a envie de faire l'opposé de ce qu'a fait Hitler, hein. C'est-à-dire que plutôt de dire à tout le monde, on est plus fort, on va casser la gueule à tous les autres pays et montrer la race supérieure aérienne que nous sommes, eh bien, Jason, lui, dit, on va faire l'inverse, on va montrer notre pouvoir, mais avec la douceur, avec vraiment briller à travers le monde par un exploit. Et il part justement avec ses compagnons, d'où les Argonautes, hein, Jason et les Argonautes, à la recherche de la toison d'or, qui doit donc prendre pour montrer comme un symbole de la puissance de son pays. Sauf qu'en cours de route, ce qu'il y a, c'est qu'il rencontre la reine des Amazones, et plutôt que ramener la toison, il laisse ses compagnons ramener la toison, mais lui a trouvé l'amour. Et il finit avec elle. Donc preuve que, vous voyez, c'est un exemple, c'est quand même un film initiatique, dans la mesure où il cherche un but, et finalement, en cours de route, il trouve autre chose. Et j'ai l'impression, je présume peut-être de mes déductions, Franck, mais que c'est un peu ce qui est en train de se passer pour toi. Il y a eu un parcours, et on voit que c'est plus le paysage et le voyage lui-même qui compte plutôt que le but. Mais en cours de route, tu as découvert autre chose. Est-ce que j'ai vu juste ou tu vas ajouter, toi, une précision? C'est juste, ça résonne juste, c'est tout à fait les mots, ouais, c'est tout à fait juste, effectivement. J'ai commencé donc ma vie tout à fait normalement. Et au fur et à mesure de mes déplacements dans cette vie, dans cette expérience, dans cette histoire, et ben, les fréquences de cette âme, de cet être profond, commençaient finalement à dessiner des contours que je ne pouvais pas finalement comprendre. Je n'étais pas encore assez prêt, j'étais pas encore assez en conscience en fait, j'étais pas encore en éveil à me brancher à la conscience. J'ai commencé ma vie naturellement, je suis né en 1970 dans une famille de 5 enfants. Je suis le dernier garçon et le seul garçon. 4 filles sont nées avant moi, 4 sœurs. Je suis né avec une sœur jumelle, donc déjà dans une notion de partage. Il a fallu que je partage le ventre maternel avec cette sœur. Et en arrivant au monde, mon père, inquiet par nature, venait d'acheter une toute petite maison dans un lotissement avec seulement 3 chambres. Et quand nous sommes arrivés, les fréquences vibratoires de la mémoire qui résonnait dans la famille, quand ma grand-mère est arrivée à l'hôpital, a vu mon père complètement désappointé et en lui demandant mais qu'est-ce qui arrive est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Arlette, donc ma mère, aux enfants? Non, non, maman, mais je ne sais pas comment je vais faire, j'ai 2 jumeaux, on y est 7 et je ne sais pas comment je vais faire. Et donc ma grand-mère lui a dit mais c'est rien, t'inquiète, on ne va pas les laisser mourir tes enfants. Et donc voilà, il y a déjà des résonances de difficultés ou en tout cas la peur de ne pas arriver à nourrir une famille. Donc ça, c'est des vibrations qui vont rester finalement en mémoire, comme un peu en goutte à goutte, qui vont s'imprégner dans ma chair. Et ça, je ne vais pas vraiment le savoir pour l'instant. Je passe une petite enfance adorable avec une mère vraiment extrêmement aimante, merveilleusement douce, belle. Je suis admirative de ma mère. Elle m'enseigne la vie. D'abord parce qu'elle est couturière, elle va me transmettre toute sa sensibilité. Je vais la regarder des heures à coudre. Je vais m'inventer des mondes avec elle. Je vais être à la fois à Paris, je vais être à la fois dans les maisons de mode, je vais être à la fois sensible à la couleur, au toucher. Elle va m'éveiller à mes sens. Et je suis très proche d'elle. À l'inverse, mon père sera plus particulièrement éprouvant pour moi parce qu'il a une autorité importante dans laquelle il abuse de son autorité, il abuse de sa taille. Et malgré tout, va me montrer un amour persécutant en fait. Je ne vais pas comprendre comment un père peut aimer un fils comme ça et finalement je ne vais pas être à l'image de ce père. Je vais comprendre que finalement je ne vais pas pouvoir m'identifier à ce père.
lui-même a fait la guerre d'Algérie à 20 ans, est parti dans un conflit violent, extrêmement terrible pour l'époque, pour ces jeunes appelés qui sont revenus finalement, il faut le dire, 2-3 ans après, sans reconnaissance de la population française, qui était, elle, contente d'avoir sa 5e semaine de congé payé. Et finalement, les troupes militaires qui sont revenues d'Algérie sont revenues seules et torturées, en fait. Et donc, 10 ans après, j'allais naître finalement avec les traumatismes de la guerre d'Algérie. Et qui va faire forcément résonance après, plus tard, dans mon histoire avec ma vie d'âme. Mais ça, je ne vais pas encore le savoir. Donc voilà, j'ai un père qui est aimant à sa façon, mais qui est à mon égard violent, puisque je vais recevoir des coups de fourchette sur mon corps, sur mes mains, parce que forcément, 7 à manger, il y a de la soupe le soir. Moi, j'ai 5-6 ans et j'aime pas la soupe. Voilà, j'aimais pas la soupe. Et finalement, en exprimant que j'aimais pas la soupe, je prenais déjà des corrections violentes, c'est-à-dire que ma chair devenait meurtrie parce que j'avais choisi de ne pas aimer la soupe. Mais finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit de choisir, en fait. Je n'avais pas le droit de faire de choix, je devais subir les choix. Et voilà, cette enfance se déroule dans ce domaine-là avec une difficulté de territoire. Mes sœurs prennent beaucoup d'espace. Je suis envahie du sexe féminin. Je suis envahie des cycles lunaires. Hein. Je peux vous dire que les serviettes hygiéniques à l'époque envahissaient la maison et je ne comprenais pas finalement pourquoi moi j'étais différent, quoi, pourquoi j'avais un sexe masculin. Je voyais très peu mon père nu alors que je voyais sans arrêt ma mère nue ou mes sœurs. Et finalement, j'ai eu du mal un petit peu à m'identifier dans cette personnalité masculine. Alors, je me suis réfugiée longtemps dans les petits jeux, aux petites voitures, au Lego. Et voilà, je m'inventais finalement mes histoires dans ces longs moments de solitude. À la fois, j'étais un petit garçon heureux, joyeux, parce que je faisais rire tout le monde. Je pouvais faire 10 fois un bisou à ma mère en allant à l'école, c'est-à-dire je partais, puis je revenais, je lui faisais un bisou, je repartais, puis je revenais. En fait, les filles avaient déjà avancé, elles étaient déjà presque au portail de l'école, que j'étais encore toujours en train d'embrasser ma mère. Donc j'étais quand même joyeux, plein d'enthousiasme. Voilà, j'avais quand même cette essence de vie à l'intérieur de moi, folle, voilà, bourrée d'audace, bourrée de curiosité. Et puis finalement, donc cette enfance se déroule, on part plus ou moins tous les dimanches en pique-nique, on va dans la nature, et puis arrive un dimanche où je me noie dans la rivière, dans l'Ardèche, en fait, je tombe. Et là, je comprends qu'il va se passer quelque chose de particulier. En fait, je vois de la lumière et je vois de l'ombre. Et finalement, je ne comprends pas trop. Et quelques instants après, je suis remontée très rapidement par mon père qui a plongé, qui m'a sauvée, en fait, hein, qui m'a sauvée de l'Ardèche. Et finalement, cette eau, cette rivière, je ne vais plus jamais l'approcher parce que chaque fois que je l'approche, finalement, il m'arrive un accident de canoë ou autre chose. Donc, l'Ardèche, je ne peux plus y aller. Donc voilà un petit peu la première petite histoire. Donc la fin de ces 6-7 ans, la noyade. Donc je reviens à la vie, je ne sais pas trop comment, et je continue mon chemin. En 84, je rentre donc en 6e, en 5e. Donc à l'époque, je ne suis pas un mauvais élève, mais je ne suis pas non plus un élève qu'on accompagne. Mes parents ne font pas nos devoirs, ils sont beaucoup occupés à leurs travaux. En CM2, j'ai eu la chance d'avoir une institutrice qui m'a appris les lettres. J'adore écrire et surtout, je suis passionnée de la calligraphie et j'aime les mots, j'aime les lettres, j'aime l'assemblage de ces lettres. Et finalement, je garderai longtemps l'écriture à la plume, que je pratique toujours aujourd'hui. Et elle m'aura donné le goût des mots, en tout cas. Mais ça, je ne vais pas le savoir non plus. C'est quelque chose qui va m'imprégner naturellement. J'arrive en 6e, 5e. Le niveau, il n'est pas très beau. Donc, du coup, c'est l'époque de l'orientation dans les LEP, hein, les lycées d'enseignement professionnel, finalement, où on répond au MEDEF, finalement, à proposer ou à fabriquer, en fait, de la main-d'œuvre, hein, c'est-à-dire de la restauration, des électriciens, des mécaniciens. Et à l'époque, en 84, j'étais toujours donc ce qu'on appelle un enfant qui faisait de l'eunérésie, en fait, c'est-à-dire faire pipi au lit, quoi, en fait, voilà.
j'ai tellement eu peur de mon père et tellement eu de difficultés à prendre mes territoires que j'ai pissé au lit jusqu'à 14 ans. Et donc l'internat, pour moi, ce n'était pas possible. À cet âge-là, j'en avais conscience. J'avais d'ailleurs de la difficulté à prendre ma place. Voir ma mère changer les draps vous ramène à une humiliation particulière et à s'enfermer, en fait. 14 ans, c'est un endroit où vous avez déjà un sexe qui change, vous avez des poils pubiens qui poussent et finalement, vous êtes toujours un enfant, quoi. Vous n'arrivez pas à prendre votre place d'adolescent. Et puis, donc, je voulais devenir joaillier, bijoutier. Voilà, j'avais une passion déjà pour les gemmes, les pierres précieuses, les formes. Je suis passionnée aussi par les formes. Et en fait, je voulais faire bijoutier, joaillier. Et il n'y avait qu'un CAP qui se faisait à Valence, au lycée Amblard, mais finalement, je ne pouvais pas intégrer l'internat puisque j'avais cette problématique de santé déjà, comme si mon corps ne pouvait pas répondre à mes envies, quoi. Il y avait déjà une distorsion entre ce que le corps vivait et ce que moi, je voulais ressentir, ou en tout cas ce que j'avais désiré. Donc, du coup, ça sera la mécanique. Mon père a décidé que ça sera la mécanique, et la mécanique, pas automobile, mais poids lourd. Et en fait, là, il y a eu un choc énorme, c'est-à-dire que dans ma sensibilité auprès de ma mère dans la couture, je me suis retrouvée dans un atelier avec un bleu de travail, des chaussures de sécurité, avec des odeurs de gasoil et d'hydrocarbures. Et là, j'ai vite compris qu'il fallait que je me mette forcément en route pour ne pas devenir un mécanicien à la Mario, quoi. Parce que ce n'est pas ce que je voulais, quoi. Bien sûr, j'aimais les voitures, mais comme tous les enfants. Mais à l'époque, voilà, mon père, un homme, il doit être dieseliste, ou il doit être charpentier, ou il doit aimer le foot, il doit aimer le rugby. Donc, il m'amène bien un peu au sport. Et finalement, je m'emmerdais parce que les vibrations du sport collectif de ces hommes complètement rudes, violents dans leur langage verbaux, m'allait pas, en fait. Je trouvais pas ma place. Je trouvais ma place chez les femmes, dans la vibration des femmes, ou en tout cas dans la sensibilité des femmes. Oui, je trouvais du calme en écoutant de la musique classique déjà, ou voilà. Et donc il y avait vraiment une difficulté à devenir cet homme-là. Donc j'arrive dans cette classe de CAP. Finalement, tous les potes vont finalement vite m'aimer. Je deviens facilement le pote à qui on parle. Je deviens facilement le pote que l'on drague inconsciemment. Les montées de l'homosexualité à l'époque sont manifestées aussi par la dépénalisation de l'homosexualité en 1980. Et finalement, il n'est pas question de montrer une attirance pour les copains, mais voilà, il y a de l'homosexualité de passage, de partage dans l'adolescence qu'il faut expérimenter. Et puis finalement, je me rends compte que je suis vraiment différent, que je suis attiré par les garçons et que je ne suis pas le mec qui démonte une mobilette, je ne suis pas le mec qui fume des clopes, voilà, je ne suis pas le mec qui drague les nanas. Et donc, je panique en fait. Je panique parce que je vois que la société est complètement normée et je comprends que ça va être compliqué d'assumer mes choix, compliqué d'exprimer, en fait, d'exister, tout simplement. Alors, bon, je ne me mets pas forcément en réaction avec le monde. Je vais commencer à me cacher, tout doucement. En même temps, j'ai une de mes sœurs qui part donc de la maison. Elles partent toutes, plus ou moins rapidement, mais les deux aînées vont partir vers 84-85. Elles vont s'installer avec mes beaux-frères, qui sont toujours mes beaux-frères aujourd'hui. Et j'ai une sœur, Pascal, avec qui je m'entends particulièrement bien et qui, tout le samedi, quelquefois, me prend chez elle dans son nouvel appartement avec son mari Frédéric. Et finalement, je vais aller chez ma sœur avec mes Legos, mes petites voitures. Et là, je vais rencontrer donc une famille, la famille de mon beau-frère, qui est une famille pied noir, qui est une famille qui fonctionne différemment de la mienne, en fait, qui a des autres mœurs, des autres envies, dans lesquelles les émotions sont exprimées. Ça crie, ça hurle, ça se corrige, mais ça dit les choses. Et pour moi, c'est nouveau, puisque je sors d'une famille où finalement, on ne peut rien dire et il faut mettre toutes nos émotions dans la poche, parce que les émotions ne sont pas bonnes à dévoiler. Alors du coup, j'arrive dans cette famille pied noir par l'intermédiaire de ma sœur et de mon beau-frère. Et je vais forcément rapidement m'attacher aux beaux-parents de ma sœur, Rina et Pierrot, qui ont des histoires d'immigrés, qui sont partis de Tunisie
rapidement au moment de la décolonisation et qui vont me raconter finalement un petit peu leur expérience, comment ils ont pris le bateau, comment ils sont arrivés avec rien et comment ils ont pu rebondir en créant une jolie petite fortune et en ayant des biens matériels et qui a rendu souvent les Français jaloux de ces réussites. Et donc, je me retrouve dans cette famille et je m'attache à la sœur de mon beau-frère, Agnès, qui, elle, travaille donc à la pizzeria de ses parents, puisqu'ils avaient monté une pizzeria, et qui m'avait demandé de lui donner un coup de main à recharger le bois, le four à bois, qui consommait énormément de bois, puisqu'à l'époque, le restaurant fonctionnait très bien. Et puis, les mercredis après-midi, avec Agnès, j'allais remplir le bois. On est devenus amis. Elle était amoureuse donc, de son mari, Jean-Philippe, et puis tout doucement, notre amitié va se transformer en une relation amoureuse avec Jean-Philippe. En fait, je vais devenir l'amant de Jean-Philippe et je deviens finalement, sans m'en rendre compte, le meilleur ami qui trompe la copine et qui finalement devient l'amant, mais aussi finalement un petit peu la prostituée d'un mari qui a deux victimes sexuelles, quelque part. Ce n'est pas une victime sexuelle, mais en fait, voilà, lui, il avait la bonne place. Et finalement, cette histoire va rester 10 ans. Je vais rester 10 ans embringuée dans une espèce d'histoire amoureuse où tout va se mélanger, où je comprends que je n'ai pas ma place, où finalement, je comprends que je suis en train de trahir ma meilleure amie, que je suis éperdument amoureux de ce garçon. Entre-temps, je pars en internat à Avignon, je continue mes études, je suis toujours en mécanique, mais je n'aime pas ce que je fais. Je réussis mon CAP, mon BEP, mon bac, mon brevet technicien auto. Et à la fin, je pète un câble à Avignon. Il faut absolument que je fasse autre chose. Ce métier ne me plaît pas, il ne m'a jamais plu. Et j'ai une chance ce jour-là, donc le premier signe de la vie. Ce jour-là, je me retrouve donc à une réunion au conseil de ce qu'on appelait à l'époque le conseil d'orientation. Et je retrouve à ce conseil d'orientation mon ancienne prof de CAP, Madame Bosque, qui était adorable, qui savait que j'étais différent de tous les autres gars qui étaient en bleu de travail. Elle savait qu'on pouvait parler un petit peu littérature, qu'on pouvait parler musique. Elle avait senti que j'étais différent. Et finalement, cette femme se retrouve là 3 ans après à Avignon. Là, je comprends que j'ai un destin, un signe du ciel. Je comprends qu'il y a quelque chose qui m'est envoyé et je lui dis, ben voilà, moi j'aimerais bien faire du commerce, mais je ne sais pas comment, parce que vous savez, en France, dès que vous rentrez dans un secteur d'activité, vous ne pouvez plus bouger, c'est-à-dire vous avez commencé à faire la maçonnerie, ben vous ne pourrez pas être directeur des ressources humaines, quoi. Voilà. Sauf que dans les pays anglo-saxons, ils bougent beaucoup plus que nous et facilement, parce que finalement tout le monde s'adapte. Mais nous, voilà, si tu es étiqueté, paye ton étiquette. Alors, passer de la mécanique au commerce, et finalement, elle m'a demandé de regarder un petit peu autour de moi, elle m'a fait un clin d'œil et elle a mis le dossier en haut de la piste et j'ai compris qu'elle venait de me laisser finalement, qu'elle m'avait offert mon laissez-passer pour aller au lycée Amblard faire un bac professionnel de commerce et de services. Donc déjà là, je commençais un peu à avoir de l'air. En même temps, j'étais toujours embringuée dans cette relation amoureuse, donc cachée. Et tout ça fait que je n'ai pas pu profiter pleinement de mon âge, de mes âges en fait, de ma sexualité. Voilà, j'étais prisonnier dans une histoire qui n'avait aucun sens. Mais je n'avais pas encore assez de conscience pour me sortir de ça. Alors j'ai mis des voiles. Je me suis enfermé dans des placards, j'ai mis des serrures et puis je me suis je me suis verrouillé de partout pour finalement rien montrer, rien supposer. Et puis tout le monde se posait plus ou moins des questions. Et Franck, il n'a toujours pas de copine. Non, il est concentré sur son travail, sur sa réussite. Bon, ça devenait de plus en plus compliqué. Et puis finalement, est arrivé un événement particulier, c'est que Agnès et Jean-Philippe donc ont eu un enfant, une petite Marie merveilleuse, et l'arrivée de cette petite au milieu de ce couple finalement a commencé à me faire peur, parce que j'avais peur que cette petite nous surprenne, puisque nous avions des ébats sexuels et amoureux souvent cachés un peu de partout. Nous étions en pleine puissance, amoureux forcément l'un de l'autre, et finalement rien ne comptait d'autre que d'être ensemble.
Et la petite Marie commençait à grandir, elle arrivait certainement vers ses 2-3 ans, et je commençais à avoir peur que cette histoire ne se dévoile. Et finalement, effectivement, Agnès avait une copine qui s'appelait Viviane, qui était une voyante. Voilà, pas forcément passionnée de voyance. À un moment, je l'ai appelée pour faire un jeu de cartes. Et finalement, au travers de ce jeu de cartes, elle allait être une des premières à poser des mots sur ce que j'étais, en fait. Elle me dit, ben voilà, je vois que tu es homosexuel et t'aimes Jean-Philippe. Et finalement, donc j'étais au téléphone filaire à l'époque, hein, il n'y avait pas de portable, donc dans la maison de mes parents. Et finalement, en entendant ça, ça a résonné. J'ai dit, waouh, ouais, c'est ça, mais ouais, carrément, quoi. Et donc, elle me dit, est-ce que tu veux qu'on en parle? Et bien évidemment, je saisis l'opportunité dans une confiance finalement aveugle. Je ne connaissais pas vraiment cette voyante. Je savais juste qu'elle était une amie intime de la famille, et notamment de la sœur d'Agnès. Et donc, du coup, je lui dis, OK, Viviane, on se donne rendez-vous sur le parking d'un centre commercial. Et là, à ma surprise, elle n'est pas seule dans la voiture. Elle vient avec la sœur d'Agnès. Et je me retrouve donc dans cette voiture aquarium piégée par des jeux devenus fous de deux femmes qui avaient absolument tout paramétré pour que Agnès, bien évidemment, divorce de Jean-Philippe. Mais finalement, le divorce de Jean-Philippe sans perdre des biens, puisque bon, dans ces familles un petit peu pieds noirs, juives, et sans faire de considération, en tout cas, voilà, il y avait un petit peu d'appétence pour l'argent, et en tout cas, il ne fallait pas partir sans rien. Et donc, il fallait montrer l'adultère, ou en tout cas, il fallait une preuve d'adultère au cas où il y a un divorce. Et finalement, moi, j'avais à peine 25 ans, j'ai rencontré Jean-Philippe, j'en avais 15, donc lui en avait 7 de plus que moi. Nous avons eu une relation pendant 10 ans. Et finalement, donc elles m'ont plus ou moins, voilà, elles ont échafaudé en fait un plan un petit peu stratégique. Mais moi, perdu, finalement, j'écoutais rien. Et donc, elles avaient décidé de se mettre un peu en planque à l'endroit où nous avions l'habitude de nous amuser un peu sexuellement lors de notre footing régulier. Et elles avaient donc essayé de se mettre en planque pour essayer d'attraper une photo ou une image au cas où il y aurait fallu des preuves à un futur procès. Ce jour-là, je me retrouve à courir avec Jean-Philippe. Il voit que ça ne va pas bien. Et puis, je lui dis, écoute, moi, ça ne va pas du tout. Je ne sais plus comment on peut faire. Et lui, il me dit, en courant, il me dit, bah, t'as qu'à faire comme moi, t'as qu'à te marier. Bah, je lui dis, non, c'est pas possible, Jean-Philippe. Moi, je peux pas me marier, quoi. Je peux pas faire ce que tu fais, c'est pas possible. Et puis finalement, on passe devant l'endroit où les filles étaient planquées, et je m'arrête pas, en fait. Je décide de pas m'arrêter. Je fais un choix, en fait. J'ai quand même la capacité de faire un choix. J'ai quand même la capacité de pas retrouver une sorte de persécution ou de culpabilité. Voilà, je file, je fais mon footing, et puis je rentre chez moi. Mes parents, entre-temps, étaient partis chez ma sœur Pascale se baigner à la piscine, et rencontrent donc Agnès. Et là, Agnès va voir mes parents et va leur avouer mon homosexualité. Et finalement, elle va leur balancer que leur fils est pédé. Ma mère va être complètement dévastée. Mon père ne pourra pas répondre. Et finalement, ma sœur, complètement surprise, se retrouve dans une tourmente particulière, c'est-à-dire elle découvre que son frère est homosexuel, qu'il a une relation donc avec son beau-frère, puisque Jean-Philippe, c'était aussi le beau-frère de mon beau-frère. Et finalement, ma mère et mon père rentrent à la maison. Ma mère va avoir un rejet avec moi important. Pendant une semaine, elle ne va pas me parler, elle va s'enfermer dans la chambre, elle va pleurer. Je sens que je lui ai fait du mal alors que j'ai juste voulu exister dans ma propre singularité. Mon père, lui, va rentrer dans la maison et puis il va me dire finalement, tu es mon fils et la maison t'est toujours ouverte, mais derrière, je sais que ça sera encore plus compliqué parce que il va avoir quand même de la difficulté à avoir un fils pédé. Et finalement, je vais me rendre compte que j'ai mis beaucoup de pansements pour pas être rejeté. Mais j'ai compris que finalement, les lignées de famille n'étaient pas capables de pouvoir aimer dans la différence, qu'elles n'étaient pas encore capables d'aimer la différence.
j'ai compris dans cette période que les parents étaient toujours très fiers de montrer leur amour inconditionnel pour leurs enfants. Et lorsqu'un enfant arrive différent, eh ben, cet amour inconditionnel se transmute et se transforme. Donc, ce n'est pas le véritable amour, c'est des contingences d'amour. Je le comprendrai bien plus tard, à 52 ans. Mais lorsque je suis dans cette histoire, je suis complètement anéanti, seul. Jean-Philippe viendra le lendemain me dire au revoir en me disant qu'il aurait mieux aimé que ça finisse autrement et je n'aurais jamais plus de nouvelles de lui. Il est parti, je n'ai jamais eu plus de nouvelles de lui. Et moi, je me suis retrouvée perdue à découvrir le milieu homosexuel, c'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse le grand saut dans quelque chose d'inconnu, c'est-à-dire dans les dragues de l'autoroute, dans les discothèques, dans les backrooms. Il a fallu que j'expérimente finalement cette dérive d'hommes qui cherchent à travers une surconsommation de sexe finalement l'amour d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas, mais aussi l'amour chez l'autre. Voilà, je vais vivre 10 années de dérive entre l'alcool, la clope, les discothèques, beaucoup de travail. Entre-temps, je travaille donc pour un industriel qui vend des pièces détachées automobiles. Je travaille beaucoup, je me noie dans le travail, je deviens un bon collaborateur, mais personne ne me fait monter en compétences, personne ne me donne des places de cadre en fait. Je travaille trop bien, je ramène beaucoup d'argent sur le terrain et finalement je ne suis jamais payé à la hauteur de ce que je suis. Je n'ai pas pu mettre encore de la valeur sur qui j'étais, mais je comprenais que je ramenais beaucoup d'argent à qui m'employait. Voilà, jusqu'à un moment où j'ai pris conscience qu'il fallait que je me mette à affirmer mon territoire et mon autorité. J'ai décidé de quitter cet employeur qui ne me payait pas pour partir sur Lyon et recommencer une vie professionnelle, donc quitter mes parents à l'âge de 27 ans. Malgré tout, ma mère, pendant cette semaine de rejet, aura su après vraiment encore plus m'aimer. On aura été plus proche après, une fois que mon homosexualité a été libérée. Elle deviendra vraiment ma confidente et une grande maman. Donc voilà, je me retrouve à Lyon. 10 ans passent. Ce coming out qui m'a été volé a été très violent parce que pour tous ceux qui écoutent et tous ceux qui sont embringués dans des choix qui sont difficiles à opérer, faut pas passer à côté de soi, même si c'est difficile, même s'il y a quelque chose même s'il y a quelque chose de dur, il faut s'approprier l'honnêteté et la responsabilité d'informer les gens qu'on aime des choix que l'on fait, qu'ils soient ce qu'ils sont, qu'importe s'ils sont sexuels, s'ils sont politiques, s'ils sont... Mais voilà, nous avons le droit d'exprimer qui nous sommes dans toutes les quintessences vibratoires qui nous sont proposées. Why not? Il n'y a pas de souci. Et donc voilà, j'arrive à Lyon, je m'installe dans un nouvel appartement, je commence à mon autonomie, donc je quitte mes parents à 27 ans. Je réussis, je travaille dans une boîte de fixation boulonnerie, je deviens à la fois premier vendeur moins de 18 mois, je deviens vendeur as, élite, je prends des gros salaires, je pars en voyage, et finalement tout ça me grise un peu la tête. C'est l'année fric, quoi. C'est l'année pop-up, quoi. Finalement, je pars tous les vendredis en boîte de nuit avec des nouvelles fringues, des nouveaux bijoux, des nouveaux parfums, et finalement je reste comme un con au comptoir. Personne finalement m'approche, ou dès qu'il y a une tentative d'approche, finalement ça va être la catastrophe atomique, c'est-à-dire comme si mon cœur était incapable de répondre à toute injonction d'amour. En fait, je m'aime tellement pas, je sais même pas tellement qui je suis tellement planqué avec moi que finalement, je ne vois même pas les signes que la vie m'offre, c'est-à-dire les warnings qu'elle me fait, quoi, des appels de phare. Je rencontre des gars super, avec des singularités puissantes, mais finalement, je vais même pas retenir, je vais même pas les respecter. Finalement, je vais même pas m'intéresser à eux qui pouvaient pourtant changer peut-être mon histoire, certainement le cours de mon cœur
Et je leur ai fermé la porte, quoi, comme si de toute façon on ne pouvait pas m'aimer. Ça serait trop compliqué. Et puis arrive l'année 2005. Entre-temps, ma mère fait un cancer dans les années 2000. Avant 2005, donc ma mère fait un cancer dans les années 2000. Je travaille toujours chez ce fabricant de fixation. Le boss à l'époque me demande donc de récupérer une partie de mon secteur parce que le collègue qui avait une partie de mon secteur avait quitté l'entreprise pour aller dans celle de son père. Et le boss, donc Christophe, m'avait dit, écoute Francky, Charles vient de partir et il faut que tu récupères le secteur de Charles. Est-ce que ça te dit? J'ai dit, écoute, moi, ça m'embête. J'ai ma mère qui est à l'hôpital. Mon père, il est chez moi. J'ai déjà beaucoup de boulot. Donc, il me dit, ouais, mais tu connais, j'ai confiance. Et j'ai dit, OK, bon, je te donne un coup de main. Et j'ai récupéré son secteur pendant 6 mois. Je suis arrivé effectivement en fin d'année à 100% du chiffre d'affaires qui m'avait été demandé. Là, on me donne donc l'aval de rentrer donc dans le club, donc de retoucher une prime, d'avoir une nouvelle voiture de fonction et un nouveau voyage. Donc content, je me dis ok, j'ai réussi. Ma mère était malade, mais finalement j'ai réussi à faire mon chiffre d'affaires. Alors que la dernière semaine de Noël, j'ai eu un lumbago. Et le médecin qui était venu le dimanche en consultation m'avait prescrit une semaine d'arrêt maladie. Et je n'ai pas pris mon arrêt maladie parce que je ne pouvais pas m'arrêter, parce qu'il fallait que je finisse de facturer mon année comme je m'étais engagé à le faire sur mon contrat de travail. Et donc, du coup, j'ai pris des commandes assis dans la bagnole. Les clients venaient jusqu'à la bagnole un peu. C'était le début du drive. Je passais des commandes assis dans la bagnole. Et du coup voilà. Quelques mois après, au mois de mars, le chef s'en va. Il est remplacé par un autre type, un ancien vendeur qui prend sa place et qui m'appelle et qui me dit au mois de mars, écoute Francky, il y a un vendeur de notre région qui est malade, il vient de me mettre un arrêt maladie, est-ce que tu peux tourner à sa place? Et là, je lui ai dit, écoute Richard, je me souviens, je lui ai dit non, non. Pour la première fois, je disais non au téléphone, je dis non, c'est toi le boss, c'est toi le chef, tu viens d'être nommé nouveau chef des ventes, alors tu vas prendre ta voiture et tu vas retourner sur le terrain et tu vas prendre en charge la responsabilité de ton chiffre d'affaires. Moi, j'ai fait ma part, je pars au ski, j'ai un peu d'avance, j'ai du frigo, j'ai de la commande en avance, je ne te donne pas un coup de main, ce n'est pas à moi de te donner un coup de main. Je crois que tu es en âge de pouvoir te prendre en charge. Et bien sûr, ça ne lui a pas plu. Il appelle la direction, je suis convoqué de la direction. Et là, bien sûr, je perds donc mon statut de vendeur as. Je perds 3 000 € de prime. Je perds une voiture de fonction avec les climatisations et on me remet une voiture avec les logos, le logo de la boîte. Et donc, assis sur un fauteuil roulant, j'ai continué ma marche. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez me mettre sur un fauteuil roulant, je marcherai toujours. Et donc, il a fallu que je montre réellement beaucoup de pugnacité pour me sortir de cette boîte-là, parce que ces sociétés qui représentaient à peu près entre 2 000 et 3 000 commerciaux, hein, avec un turnover énorme, c'est-à-dire des personnes qui partaient toutes les 5 ans. En fait, l'entreprise avait changé de personnel tous les 5 ans. Les clients ne voyaient jamais le même vendeur, quoi, hein. Et donc, c'est des boîtes où il y a eu beaucoup de mecs sous Lexomil, sous Xanax, enfin, l'hécatombe du chiffre, quoi. Il fallait garder absolument sa place pour briller, montrer qu'on était capable de. Enfin, le truc. C'était l'époque de la firme, hein, de Tom Cruise, c'était la même chose, c'est-à-dire, en fait, comment disparaître à soi dans le groupe au nom du groupe, quoi. Et ça, je l'ai fait. Et puis, donc, ça s'est mal passé. Il y a eu un procès que j'ai gagné. Mais voilà, j'ai eu mon premier procès à la suite d'une erreur, c'est-à-dire qu'on est passé du franc à l'euro. Et dans cette année où on m'a mis sur le fauteuil roulant, j'ai changé les prix des francs en euros, comme il était indiqué sur le tarif. Et il y a une entreprise qui finalement avait l'habitude d'acheter un produit, on va dire 0,99 centimes de francs, et finalement s'est retrouvé à 0,99 centimes d'euros. Et finalement a payé les factures pendant quelques années. Et à la fin de ces quelques années, a demandé en fait un avoir en expliquant que ce n'était pas la bonne bascule. Et la société, effectivement, a consenti à faire un avoir. Seulement, en faisant l'avoir, elle m'a décommissionné. Elle m'a enlevé plus de 50% de mon salaire. Et finalement, elle avait oublié de décommissionner le chef qui avait pris des primes. Elle avait oublié de décommissionner le grand chef qui avait pris des primes. Et elle avait oublié d'enlever, bien sûr, les primes du grand chef.
C'est-à-dire qu'en fait, j'étais le seul, ils avaient commencé à couper la corde de cordée, quoi. Hein. Donc, en fait, il y avait la tempête, on coupe la corde et on laisse tomber le montagnard. Et donc, je me suis battu, j'ai réussi à gagner mon procès. Et ça a été mon premier procès avec un employeur. Je me retrouve donc en 2005, je change de boîte, je retrouve une boîte. Entre-temps, j'ai eu des problèmes d'argent. Il a fallu que je vende tout ce que j'avais chez moi, puisque bon, j'ai jamais été trop, on va dire, j'ai jamais eu les programmes de l'investisseur. Voilà, j'ai pas ce programme-là. J'ai plein d'autres programmes en moi, mais j'ai pas le programme de l'investisseur. Voilà. Donc, du coup, l'argent rentrait, il sortait aussi vite que ce qui rentrait. Donc, en fait, je me suis délecté de la vie sans me faire de soucis du manque. Et là, bien évidemment, quand ils m'avaient enlevé les salaires, la moitié des salaires, ça a été compliqué. Les loyers étaient rejetés, les impôts étaient rejetés. Donc, ça a été un petit peu l'année où j'ai quitté les rideaux, où j'ai quitté les commodes Empire, où j'ai quitté les fauteuils style Empire, enfin tout. Quoi, voilà. Je me suis retrouvé avec rien, quasiment rien, mais je commençais à être heureux, finalement, paradoxalement. Et là arrive, dans ce moment où j'ai plus rien, un jeune garçon qui s'appelle Lucas, qui avait 16 ans de moins que moi, et on se rencontre voilà, dans une soirée autour d'une disco à Lyon. À l'époque, il y avait les slows encore, donc voilà, c'était le moment des slows, et il m'invite à danser, et finalement, on a dansé ensemble, on s'est échangé les numéros, et on s'est retrouvés, bien évidemment, on a papoté, et puis on a fini à découvrir nos corps, voilà, au cours d'une soirée. Et puis, je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose qui m'attirait chez ce garçon, qui me plaisait beaucoup, à la fois sa jeunesse, à la fois surtout sa liberté. C'était quelqu'un qui était libre, qui était parti de chez lui à l'âge de 13 ans, qui avait une audace remarquable et qui avait un sentiment de liberté. Il vibrait la liberté. Voilà, il vibrait la liberté. Voilà, ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il vibrait la liberté, moi qui étais emprisonné. Et finalement, il va m'offrir un livre, Le plaidoyer du bonheur de Mathieu Ricard. Et il va me le dédicacer en mettant, il va me l'offrir en fait juste avant que je ne le quitte. En fait, 15 jours après, je prends la décision de le quitter parce que je lui dis que finalement il a 16 ans et que ça va être compliqué de vivre une relation amoureuse avec 16 ans d'écart. Et donc du coup, il m'offre ce livre, Le plaidoyer du bonheur, et il me met merci pour ce que tu m'as donné. Et donc, je reçois ce livre comme un cadeau. Et je crois que quand il m'a dit merci pour ce que tu m'as donné, j'ai dit, mais je n'ai pas fini encore de lui donner quelque chose. Ou en tout cas, je n'ai pas fini non plus de recevoir quelque chose. Et je me souviens avoir repris mon téléphone et l'avoir rappelé. On est allé dîner ensemble et je lui ai dit que j'avais pris la fuite, que j'avais peur de l'amour et que je n'étais pas capable de pouvoir peut-être m'autoriser à vivre quelque chose de l'amour. En fait, j'étais vierge, finalement, je ne savais pas. J'avais jamais vécu avec quelqu'un, finalement. Alors, je lui ai dit que j'étais capable de relever le défi et me voilà parti dans l'expérience pour 4 ans. Je vais passer avec lui 4 belles années, à tel point que, tellement heureux, je vais m'offrir l'idée de partir à faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Passionnée par l'histoire de Jésus, je me suis dit, je suis heureux, la vie m'a amené l'amour, alors je vais partir boire l'apéritif avec le pote de Jésus à Saint-Jacques. Et là, je prends mes affaires, donc un sac à dos, 13 kilos, 2 culottes, une brosse à dents, une toile de tente, sans portable. Je vais au Puy-en-Velay, je récupère dans ma petite main 5 intentions de prière que je plie précisément dans ma poche et que je vais conduire jusqu'à Santiago après 1400 km de marche. Donc je pars l'été 2006, l'été 2007, l'été 2008 et j'arrive donc à Santiago le 10 août 2008. J'arrive donc à Santiago, je prends un joli hôtel, prends une belle douche. Je change mon eau, je vais au bar, je mets de la Riora, bien fraîche, et me voilà partie à la crypte. Je descends à la crypte, je m'agenouille devant le saint
Et je papote avec lui en disant, voilà, je suis partie du Puy-en-Velay. J'ai récupéré 5 intentions de prière de personnes qui te demandent de les aider dans leurs difficultés. J'ai marché vers toi pour te dire merci et combien je suis reconnaissante de m'avoir donné l'amour. Alors voici, très sain, je te laisse ça et puis je bois à ta santé, merci d'être là. Et puis après, finalement, je partirai 3 jours jusqu'à Fisterra récupérer donc ma petite coquille de noix sur la plage de la Galice. Voilà, entre-temps, Lucas m'avait accompagné, lui, il avait les étés libres. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que j'avais confondu l'amour donc des êtres humains, qui est toujours finalement conceptuel, et l'amour de moi à moi, en fait. J'ai fait Saint-Jacques en remerciant le ciel de m'avoir donné de l'amour, mais en fait, je n'avais pas compris que je me donnais de l'amour à moi-même, que je marchais vers moi, vers ma complétude. Lucas partira à Paris dans un studio de mode, de photo, rencontrera un directeur artistique d'une célèbre maison de couture, va se faire des rails de coq et finalement va me tromper. Et il va le faire juste quelques semaines après le décès de ma mère qui est morte subitement, le 28 avril 2009. J'étais en réunion à Paris chez un nouvel employeur et là, ma mère, à 9 h du matin, je l'appelle pour lui faire le petit bisou, comme j'avais l'habitude de le faire quasiment tous les jours. Et je lui dis que je viendrai ce week-end. Et elle me dit, ben, super, mon kiki, parce qu'elle m'appelait mon kiki. Et elle me dit, ah ben, j'ai des super roses, mon kiki. Je lui dis, ben, ok, pas de souci, on se voit ce week-end, maman. Bisous, je t'aime. Voilà, je raccroche. Et à 11 h, on va m'appeler et on va m'annoncer que ma mère est morte. Alors là, toujours aussi fort, dans ce groupe des hommes, je me retrouve sur le parking à Vézinay-le-Pec, en pleine région parisienne, et on vient de m'annoncer que ma mère est morte. Bien sûr, dans l'incapacité de gérer une telle souffrance, je vais mettre une fois de plus des couvertures et des superfuges. Je vais arriver à gérer les funérailles, je vais faire une homélie particulièrement éprouvante mais belle. Et je vais laisser ma mère quitter ce monde, en fait. Et je ne vais pas m'occuper de mon deuil, en fait, de ma souffrance, de la perte de ma mère. Lucas se barre juste après et finalement, les deux traumatismes viennent se percuter. En fait, je ne sais plus pour qui pleurer. Je casse tout à la maison, je prends le marteau, je pète tous les cadres, je me mets à pleurer sur le sol, je suis dévastée. J'ai plus personne qui m'aime, quoi. Ma mère n'est plus là. Lucas n'est plus là. Et finalement, moi, je me retrouve au milieu d'une ville insipide, toujours à faire les mêmes choses, les mêmes programmes, à me bourrer la gueule, à rencontrer des histoires, à travailler durement, sortir, travailler, sortir, travailler. Et puis finalement, cette vie devient complètement inconsistante. Après ces événements, était arrivé quand même une forme d'espoir. Lorsque j'étais encore un petit peu avec Lucas, je m'étais inscrite à des cours de théâtre. Et là, il y a eu un phénomène particulier. Le prof nous avait demandé de nous associer avec voilà, différentes personnes du groupe, c'est-à-dire de choisir finalement notre collègue partenaire pour une séance donc d'un duo à présenter en fin d'année. Il nous avait mis des masques blancs et comme ça, pour choisir finalement chaque personne sans faire la lecture des émotions sur le visage. Donc, il nous avait mis derrière des masques blancs et il fallait nous capter. Et moi, je me capte avec une jeune fille qui s'appelle Estelle. Et donc, voilà, on va jouer une année de théâtre ensemble. Et chaque fois que je vais l'approcher, je vais sentir des odeurs d'urine fortes. En fait, quelque chose qui me dérange profondément. Mais entre-temps, je suis dans la lecture de livres un peu spirituels. Et je comprends que je suis en contact avec quelque chose de subtil, c'est peur, certainement. Mais bon, pas plus que ça, je rentre à la maison, j'en parle à Lucas, je lui dis, écoute, c'est marrant, chaque fois que je quitte Estelle, je rentre à la maison, j'ai peur, je sens ses urines, il y a un truc qui ne va pas. Il me dit, bah, écoute, invite-la à manger parce que peut-être que vous avez des choses, peut-être que tu ne la connais pas assez. Et donc, je l'invite à manger à la maison.
Nous passons la soirée ensemble, nous échangeons, elle part vers 23 heures, je vais faire la vaisselle, Lucas prend sa douche, et puis d'un coup, en faisant la vaisselle, je vois donc des vitres cassées, j'entends des hurlements, et je vois des enfants crier, et je vois une maison brûlée. Et là, je comprends que j'ai un flash médiumnique. Je comprends que j'ai reçu une information la concernant. Donc, sans panique, je vais me coucher. Et puis, le mercredi d'après, je me propose de lui raconter en fait ce qui s'était passé après son départ. Et là, elle vient. Je lui dis, écoute Estelle, voilà, lorsque tu es partie de la maison mercredi dernier, juste après ton départ, j'ai été saisie d'effroi. Voilà, j'ai vu des vitres cassées, j'ai senti du feu, j'ai entendu les enfants hurler. Et là, elle reste complètement voilà, scotchée. Elle me dit, mais Franck, oui, ça me parle. Et je dis, tu veux qu'on en parle? Elle me dit, oui, oui, c'est ma tante Pascale. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'est arrivé avec cette tante Pascale? Donc, je lui dis, elle me dit, ben voilà, ma mère a été très violente avec moi. Et chaque fois qu'elle venait à la maisonnée, en fait, ma mère était calme, en fait. Voilà, ma mère m'enfermait dans les placards, j'étais séquestrée. Et dès que cette tante venait, ma mère me laissait tranquille, au moins pour quelques jours. J'aimais beaucoup ma tante. Et elle est morte donc dans l'incendie de sa maison avec ses 2 enfants. Et donc, là, à ce moment-là, je lui dis, écoute, je crois pouvoir faire quelque chose pour ta tante. Et je lui dis, donne-moi ta main. Et donc, j'ai pris sa main, j'ai récité une phrase. Et le jour où j'ai récité la phrase, donc pour libérer les énergies vibratoires de l'âme de sa tante qui était dans ses corps énergétiques, ce jour-là, c'était le jour de la Saint-Pascal. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose voilà, d'inexplicable, de l'invisible qui m'avait choisi, en tout cas pour parler. Donc voilà, je continue mon petit chemin. Entre-temps, toujours pareil, je suis un peu connectée. Je vois un pendu dans ma chambre. 2 jours après, on m'appelle et on m'apprend que mon premier patron, donc à Valence, s'est suicidé au magasin d'Albertville par pendaison. Et puis, 2 mois après, je vais rêver d'un homme sectionné par un bloc de glace, barbu. Et finalement, quelques heures après, ma sœur va m'appeler en m'expliquant que mon oncle barbu vient de mourir donc d'un infarctus du myocarde au travail sur son chantier. Donc voilà, ces signes-là n'ont pas arrêté de se manifester un petit peu dans tous les domaines, mais finalement, je les ai mis de côté sans trop y donner de l'intérêt. Et puis, j'ai continué ma vie. Lucas est parti, je me suis retrouvée donc bien seule. À l'époque, je travaille toujours pour cet industriel à Paris. Il m'a fait confiance. J'ai eu des responsabilités, mais qui n'ont pas été validées par l'ensemble du marketing et de la com. Je me suis retrouvée dans un truc un peu hybride. Et finalement, j'ai compris que ma carrière ne pourrait pas décoller parce que j'étais homosexuelle. Et on me faisait appeler Julie dans l'ensemble de la société. J'ai découvert finalement cette violence homophobe et j'ai décidé donc de m'arrêter, d'aller voir le médecin qui m'a arrêté et finalement je suis restée 2 ans en assurance maladie et j'ai attaqué mon employeur pour homophobie au travail. Je vais gagner mon procès 7 ans après et du coup entre-temps fatiguée, sans ressources, sans système immunitaire, à l'intérieur de ces 2 années d'arrêt maladie, je vais faire une forte fièvre qui va diagnostiquer donc une séropositivité au HIV. Là, je me retrouve anéantie, seule. Je panique. Je commence à tout javeliser à la maison. Je commence à me mettre en sécurité, c'est-à-dire que je ne veux rencontrer plus personne. Je vais arrêter ma sexualité. Elle va s'arrêter donc à l'âge de 44 ans. Je vais avoir peur de mon sexe, je vais avoir peur de mon sperme, je vais avoir peur des gens qui ont le nez qui coule, les gens qui ont les yeux qui sont rouges. Je vais devenir complètement fou. Je vais devenir angoissée. Je vais javeliser toutes les poignées de porte. Je vais, bien avant la Covid, tout laver, quoi, comme s'il fallait que je protège mon corps d'agression virologique.
Entre-temps, je me renseigne sur ce qu'est le HIV, sur l'histoire improbable de cette histoire, et puis je vais découvrir un petit peu la dissidence. Je vais découvrir que certains professeurs expliquent que d'être positif à une protéine, c'est pas si grave, que les tests finalement sont des superfuges faits par des laboratoires dans des filtres de boîtes de culture. Et dans ces boîtes de culture, en fait, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et je vois bien que tous ces biologistes sont assez intelligents pour attraper qui ils veulent. Je vais me mettre de front avec la virologue. Je vais lui expliquer que finalement, je ne prendrai pas sa trithérapie parce que je lui dis tout simplement que mon choix se porte sur le fait que vivre, c'est vivre sans péage. Que je ne peux pas cautionner le fait de prendre des cachets qui vont soi-disant me garantir une espérance de vie comme ceux qui sont sans cachet, alors que je peux mourir à tous les moments, quoi. Donc, je lui ai expliqué également qu'elle pouvait mourir et que si elle mourait pendant le traitement, il fallait que je trouve une autre virologue et que si l'autre virologue mourait aussi, ça serait embêtant pour mon traitement et même si le labo venait à brûler, même ça serait embêtant pour les cachets. Donc, à un moment, j'ai dit, je ne peux pas être tributaire voilà, d'une logistique qui ne m'appartient pas. Donc, je vous laisse prendre vos cachets si vous voulez. Et puis, si dans 10 ans, je dois mourir, qu'est-ce que vous voulez, je partirai après. Donc, me voilà parti audacieux, mais en tout cas libre d'avoir fait un choix, c'est-à-dire d'avoir écouté en tout cas ce qui me paraissait juste. Une fois de plus, ce n'est pas de mettre en cause la science, mais c'est de respecter mes choix, ce qui était le meilleur pour mon corps. Voilà. Juste après ce HIV, je retrouve du job dans une boîte à Lyon. Une boîte sympa, finalement, dans laquelle je vais rester 5 ans. Et puis, on va violemment me licencier en 2019, en décembre 2019. Et là, je ne comprends pas parce qu'on m'avait demandé de faire 1 400 000 € de chiffre d'affaires à 35% de marge. J'ai fait 2 100 000 € à presque 45% de marge. Et donc, je comprends qu'ils vont prendre mon portefeuille pour les 2 années à venir, puisque je travaillais dans le bâtiment auprès des promoteurs immobiliers. Donc, j'avais signé à peu près 2 millions de volants d'affaires. Et finalement, pour faire une économie de 30% de salaire, puisqu'ils m'avaient demandé de perdre 30% de salaire, et j'avais refusé une fois de plus, en expliquant qu'il n'était pas question pour moi de perdre 30% de salaire, alors qu'eux roulaient en Porsche ou avaient des montres Hermès, ou en tout cas avaient un style de vie qui pouvait bien évidemment leur convenir, mais qui, moi, n'allaient certainement pas souscrire à être leur prostituée, en fait. Hein. À partir de ce moment-là, j'ai compris que je ne voulais plus jamais être la pute de quelqu'un, c'est-à-dire de comprendre que derrière tout c'est au nom de quelque chose, il y a de l'esprit. Et tant que l'esprit est tordu, il ne faut pas travailler avec un esprit tordu, quoi. Voilà, il faut travailler avec des esprits sains, des esprits qui sont équilibrés énergétiquement, mais les esprits tordus, c'est fini, c'est stop. Et d'ailleurs, je suis saturé d'autorité aujourd'hui. J'ai été sidéré et saturé d'autorité. Je ne supporte plus l'autorité, qu'elle soit médicale, judiciaire, policière, paternelle, parentale. C'est quelque chose qui... J'ai plus de place vibratoirement pour l'autorité. Donc voilà, et puis en 2019, je me suis retrouvé au chômage et là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et je me suis mis donc à mon compte en tant que thérapeute parce qu'entre-temps, j'avais découvert donc un outil, donc la guidance informationnelle et quantique, une méthode qui a été développée donc sous la base des travaux d'Ayrton Kishori, qui m'a été enseignée. Et finalement, j'ai eu d'abord une première séance par une thérapeute qui m'a fait une séance à distance et qui a mis pour la première fois tout ce que je portais au plus profond de mon être, c'est-à-dire qu'elle a mis en mots ce qui était profondément ancré en moi, enraciné en moi, pas dans l'extérieur de moi, pas dans ma vie au quotidien, mais intimement à l'intérieur de moi, parce que malgré tout ça, je me suis adapté au monde, je me suis adapté tellement que finalement, je savais que j'étais mélancolique et triste à l'intérieur de mon être, mais finalement, à l'extérieur, je vivais comme dans un théâtre, c'est-à-dire personne ne pouvait supposer tout ce qui pouvait m'arriver, c'est-à-dire que j'étais devenu un merveilleux acteur. Mais au fond, quand le soir arrivait, l'histoire intérieure, elle était la même. Et je ne m'étais pas occupé de l'histoire intérieure. Je m'étais occupé de m'adapter tout le temps, d'être réactif à l'histoire extérieure, mais pas à l'histoire intérieure.
Et c'est par cette découverte avec cette thérapeute que j'ai pu commencer mon chemin donc d'entrée à l'intérieur de moi, à l'entrée à l'intérieur des cellules, à l'intérieur des champs d'information. Et tout doucement, donc j'ai découvert des choses concernant ma lignée de famille, des secrets de famille avec ma grand-mère, tout ça. Donc ça, je pourrais peut-être le raconter un peu plus tard. Voilà. Alors, homme de lettres, je comprends mieux pourquoi ton commentaire m'a interpellé. 50 ans, c'est 50-50, hein, on ralentit par la sagesse, on se retrouve à la moitié de sa vie. De la mécanique des moteurs, tu passes à la mécanique quantique pour réparer l'humain. Hein, donc ça, c'est une chose que tu as su transformer avec brio, je le précise aussi. Tu croules sous le poids de cette surreprésentation féminine qui te vole même ton coming out. Hein, là, c'est encore 2 femmes quand tu l'as compté. Tu vis cette ségrégation à tous les niveaux par rapport à cette homophobie et même jusqu'à dans ton travail. Il semblerait que ton défi soit de trouver ta place, dans ta famille d'ailleurs, dans ta fratrie, de trouver ta place en amour, de trouver ta place aussi au niveau professionnel, mais en même temps, tu n'aimes pas être enfermé dans une case. Ça, c'est quelque chose qui t'emmerde profondément. Ta mère t'aime tant que tu entres dans les clous, puis même si elle a eu un moment de flottement, finit par t'aimer plus que jamais en resserrant le lien. Ça, c'est une belle sortie. Tes capacités sensorielles se découvrent, en tout cas, se révèlent à ce moment-là, peut-être par la souffrance, comme pour montrer que la vérité est peut-être ailleurs. On te montre autre chose. Une anecdote sur le film de la firme de Tom Cruise, dont tu fais référence à un moment donné dans ton discours, dans ton narration, dans ton parcours. Tu travailles dans cette firme finalement dont tu es le seul innocent, entouré par des ripoux qui t'utilisent. Et ça, tu l'as vécu à répétition. Mais juste pour vous dire, ce film de la firme a une bande son qui est juste extraordinaire. Et là, elle va rentrer en résonance avec toi, Franck, parce que peut-être que tu ne connaissais pas ce détail sur ce film. Ce film a été réalisé, j'oserais le dire, hein, sur une escroquerie. Alors, l'escroquerie, elle se situe où? C'est que la bande son du film est extraordinairement belle. Elle est belle parce que la firme est caractérisée par une bande sonore accompagnée que de piano. Est-ce que tu confirmes, Franck? Il n'y a que du piano. Ouais, par contre, je me souviens plus du tout de la bande son. Hein. Ah bah, la bande son, c'est que du piano joué par un artiste extraordinaire, un compositeur qui, dans les années 80-90, avait vent en poupe, c'est Dave Grusin. Je sens les notes, oui, ça y est, j'ai les notes là. Voilà. Ouais, j'ai les notes, oui. Magnifique thème Aigu, qui revient sans cesse. Dave Grusin a composé en tout cas l'intégralité de la bande son. Alors, vous allez voir que ça a son importance. Et par rapport à ce que a dit Franck, là aussi, il y a un lien. C'est peut-être pas pour rien que tu en as parlé. C'est pour ça que ça a résonné, ça m'a tout de suite fait tiquer. Dave Grusin a composé, si je vous dis Magnum, c'est le générique de Mike Gaver. Voilà, c'est un énorme compositeur. Et on l'a appelé, je vais vous dire pourquoi, parce que le salaire de Tom Cruise était tellement élevé qu'il n'y avait plus de budget pour payer un philharmonique, comme ça se fait dans les grands films. Donc là aussi, de la même manière, c'est un grand ponte qui a volé en fait l'argent qui pouvait donc servir à la création de ce film. Et sachez-le, quand un film est ramené à sa plus simple expression de composition sonore comme un piano, on prend un très très bon comme Dave Grusin parce qu'il n'y a pas de budget pour payer plusieurs musiciens. Voilà, donc c'était juste ça. C'est pour dire que la résonance qu'il y a avec toi, c'est que tu choisis la référence d'un film où le film a été tronqué au niveau budgétaire de la même manière que tu as été spolié par l'argent que tu as ramené. C'est incroyable. C'est la même fréquence, parce que tu dis très bon décodage. Tu décodes très très bien l'information, c'est ça, c'est juste. Merci à toi. Donc je voulais juste parler de cela. Et aujourd'hui, voilà, il faut ce que je retrouve en tout cas. Vous allez découvrir le visage de Franck, mais pas tout de suite. Vous verrez bien, ce n'est pas de l'anonymat par rapport à son homosexualité ou autre, hein. C'est pas du tout ça, il assume parfaitement. C'est pour d'autres raisons. C'est par rapport au fait que vous avez compris que Franck a un cheminement particulier qui l'a amené finalement à, comment dire, en général, on fait le cheminement que tu as fait, Franck, lorsqu'on se découvre, lorsqu'on diagnostique une maladie rare, grave, sur laquelle l'issue est incertaine.
On voit bien que là, tu as cherché à te développer bien avant qu'on te diagnostique une maladie. Et on va en parler. On va en parler de cette maladie aujourd'hui. C'est un frein net. Et je dirais que j'ai envie de crier à l'injustice tout de même parce que malgré tout ce que tu as pu traverser, encore un coup de massue qui débarque récemment. Est-ce que tu veux en parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Après ce licenciement euh, violent et donc concentré à mes guidances et en tout cas à mes guérisons, j'ai fait plus de 160 guidances avec moi-même, j'en ai reçu aussi quelques-unes et j'ai toujours continué un petit peu plus ou moins mes relations chez les thérapeutes à droite et à gauche pour entretenir déjà toujours ma curiosité. J'ai ouvert beaucoup de cahiers de recherche, puisque j'ai quand même 10 années de travaux spirituels sous la table et je suis en train d'écrire certainement un peu ma méthode, ou en tout cas, voilà quelque chose qui semble émerger, qui a besoin d'être donné au monde. Je suis en train de l'écrire. Et effectivement, je pensais que j'étais enfin dans des territoires stables. Malgré les événements un peu particuliers de la Covid, où il a fallu que je dépolarise certaines de mes parties qui étaient en violence avec tout ce que le décor extérieur était en train de vibrer. Donc j'ai mis au point zéro voilà, toutes les sensations d'agression de territoire, d'abus d'autorité, des injonctions de pouvoir se couper une couille pour aller bouffer ou de s'injecter tout un tas de cochonneries au nom d'une pizza, au nom d'une bière. Donc voilà, j'ai dépolarisé tout ce qui pouvait en moi me rayonner, vibrer, réceptionner cette folie énergétique informationnelle. Donc j'ai pu trouver des espaces de tranquillité. Et puis la fin du chômage arrive. Il faut savoir que dans ces années commerciales, j'ai gagné beaucoup d'argent que je n'ai pas mis de côté parce que c'était mon choix, puis parce que c'était, comme je vous disais au début, ce n'était pas mon programme. Voilà. Et finalement, malgré les procès, l'argent que j'ai gagné, ben, j'ai aussi aidé les gens qui étaient autour de moi, que j'ai aimé. Voilà, je suis généreux par nature et je n'ai pas de souci avec ça. Donc voilà, quand il y a de la ressource, je la dépense. Et quand il n'y a pas de ressource, ben, je ne la dépense pas. Et là, au mois de mars, est arrivé quelque chose d'assez particulier. Je me retrouve en fait avec les impôts, le service fiscal qui me redemande en fait 4 000 € à recouvrir d'impôts en fait à la suite d'une erreur de taux, puisque je me suis trompé entre ce que je gagnais au Pôle emploi et comme j'avais eu des carences entre le moment où on touche de l'argent et au moment où on est payé par le Pôle emploi, en fait, voilà, il y a eu un moment avec la Covid, j'ai plus du tout pensé à changer mon taux, puisque je pensais que le Pôle emploi avertissait directement le service des impôts, puisque c'était prélèvement à la source et que je n'avais pas de souci à me faire et que je pensais que j'allais recevoir un courrier de l'administration en me disant, ben voilà, il semble que votre taux soit plus adapté à ce que vous touchez à Pôle emploi, donc merci de faire la rectification. Rien du tout. Et je me retrouve au mois de mars à une somme donc assez importante pour moi. Et malgré tout, donc avec la fin d'un chômage qui sonne et qui trébuche et qui aujourd'hui donc est bel et bien fini. Et malgré tout, cette nouvelle activité qui fonctionne plutôt bien du bouche à oreille, je ne suis pas encore au niveau d'en vivre pleinement. Et du coup, ça a précipité des vieilles peurs, des peurs donc, que j'expliquerai après dans le décodage biologique, c'est-à-dire qu'en fait, je porte dans ma famille certaines histoires d'aïeux qui ont fait faillite ou une insécurité financière en lien avec la mère et le père, enfin bon, des choses qui ont été réactivées violemment et qui ont complètement désorganisé ma chair, en fait, comme si elle-même avait bugué, quoi, en fait. Et j'ai eu un ganglion lymphatique qui a gonflé à tel point qu'aujourd'hui, ben, il est très volumineux, il n'est pas opérable. Donc, en allant faire les examens, le diagnostic est tombé, voilà, un cancer du ganglion lymphatique qui n'est pas opérable parce que si on l'opère, je perds l'usage de la voix, donc qui est mon outil de travail, et puis je perds l'usage de mon épaule, c'est-à-dire je ne peux plus écrire à la plume parce qu'on coupe le nerf spinal, hein. Enfin bon, le drame est défiguré cette fois-ci. Touché dans ma propre image.
dans ma propre altérité, dans ma propre singularité, avec des énergies puissantes en œuvre, j'ai compris que j'étais en train de servir de chrysalide. J'ai compris que mon corps avait des choses encore à libérer, et que malgré tout, une grande partie du système de la guidance et des informations que j'ai pu libérer ont été faites donc par la chair, mais il y a eu encore des programmes résistants. Et c'est ces derniers programmes résistants qui se sont retrouvés contenus, détenus, retenus, maintenus dans le filtre qu'est le ganglion lymphatique et qui tend donc, je l'espère, à disparaître. Alors j'ai choisi bien évidemment, tout comme le HIV, une autre façon donc de guérir avec moi, c'est-à-dire pas fuir la guérison, mais d'aller chercher au cœur de la vie la guérison, donc par une alimentation beaucoup plus saine, d'arrêter le sucre et puis de faire le choix de faire en jeûne, voilà, et puis d'accompagner mon corps, de le soutenir à libérer donc ce cancer, voilà. Donc je suis dans l'expérience de la guérison d'un cancer qui se manifestera ou qui se manifestera pas. J'active toujours les meilleures probabilités, les meilleurs scénarios, j'ai confiance, mais malgré tout, je reste un être humain, je reste un homme qui est devenu un être humain. Et je suis voilà, embarqué dans cette conscience que l'histoire de ma vie terrestre est momentanée, qu'il y en aura d'autres encore longtemps dans cette ère du Verseau qui arrive. Peut-être je reviendrai m'incarner dans l'ère du Verseau, peut-être pas. En tout cas, j'ai compris que ce que je commençais ici, je ne le finirai pas ici et que je le finirai encore et encore et encore dans ma marche. Alors me voilà toujours en marche, je ne suis pas à l'arrêt. J'ai confiance dans cette chair qui aujourd'hui devient mon temple de manifestation, c'est-à-dire j'ai compris que ce n'était pas un véhicule, je n'ai pas envie d'appeler le corps de chair un véhicule, j'ai juste envie de lui donner sa véritable place, qui est un temple d'interaction entre la grille du grand tout, où les champs d'information et de la conscience vibrent, et ici, cette réalité dans laquelle je suis à travers ce jeu manifesté. Donc voilà, c'est rendre à mon corps, en tout cas, une merveilleuse trame, une libération de tous les programmes qui ne sont pas les siens, de toutes les croyances qui sont intrusives et qui sont par nature destructrice. Alors j'ai un état d'esprit qui est serein, qui est calme, parce que j'arrive à gérer l'équilibre. Je suis arrivé, donc pour quelqu'un qui a eu très peur, qui a été la moindre peur qui vibre dans une pièce, je sais la détecter. Donc j'ai les combines pour pouvoir quitter les pièces, ou en tout cas corriger de façon à ce que mes trames énergétiques ne soient pas vibratoirement embarquées. Ça demande un véritable travail, c'est un véritable pilotage. Je suis encore un bébé dans ce pilotage, mais en tout cas, je me suis assuré de relever ce défi de ce ganglion, voilà, de ce cancer du ganglion lymphatique qui rend forcément, en tout cas, mon visage ou ma symétrie différente. Et j'accueille donc la forme que mon âme prend, ou en tout cas, voilà, que cette expérience finalement m'a encore provoqué bien plus rapidement que le HIV, m'a mis, alors là pour le coup, un très gros booster d'éveil et un gros booster au cul, en disant que là, il y avait urgence maintenant et qu'il fallait donc pleinement vivre l'instant présent, toute sa puissance, et dévoiler en fait mon trésor, ce que je suis naturellement, sans chercher à désirer quoi que ce soit, mais plutôt à laisser monter et dégueuler l'inspiration profonde de l'être. En fait, voilà. Bien sûr, il faut soutenir tout ce mécanisme, il faut soutenir et honorer donc cette vie qui se dévoile, il faut bien le dire, à travers ma façon aujourd'hui de ne plus de ne plus coloniser par le connu tous les champs de l'inconnu. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai posé de côté toutes les ingérences que j'ai pu faire à la vie. Je découvre la vie à travers ma chair, à travers chacune de mes cellules, à travers le contact de mes pieds qui touchent le sol pendant que je te parle, à travers le toucher de mes mains, à travers la discussion que nous avons. Voilà, il n'y a pas un moment où je ne suis pas en contact avec ma chair pour garder pleinement cet ancrage de l'instant présent, de cette réalité, pour que plus jamais
le mental se saisisse d'une pensée et parte à la vitesse de la lumière dans des tribulations violentes énergétiques. Donc voilà, j'ai récupéré cet esprit qui est en moi, je l'ai libéré de la cage du mental comme un petit oiseau. J'ai transformé cette cage. Aujourd'hui, elle a des barreaux qui sont ouverts, elle a des fenêtres de partout et mon esprit voyage à la vitesse de la lumière là où je porte mon intention et mon attention. Et là où je porte mon attention et mon intention aujourd'hui, c'est à réaliser donc le livre que je suis en train d'écrire et que j'aimerais voir publié, donc qui est le déroulé de cette histoire et comment j'ai pu trouver les outils simples, en tout cas pour moi, qui ont été efficaces pour moi et le partager, voilà, comme un pote qui est venu ici et qui a ouvert la vitre de sa bagnole en disant bah voilà, voilà ce qui se passe dans ma bagnole et toi comment ça va, voilà, bah tiens, moi j'ai pu faire comme ça, j'ai pu organiser mon coffre comme ça, mais voilà, sans ingérence de territoire, sans superposition des lignes de réalité, en laissant l'autre à sa place. Et pour la première fois, ne plus jamais juger et projeter des parties vibratoires inconscientes qui ont toutes été nettoyées chez moi, en tout cas dans ma psyché, et qui aujourd'hui, voilà, tout ce qui vient se témoigner dans mon décor initial, toutes les personnes qui rentrent dans mon décor, le plus proche, et ben je sais décoder ce qu'il y a derrière. Et ce cancer, voilà, qui est là, qui porte le mot cancer, qui est on peut dire, une déviance de certaines cellules qui n'ont plus la perspective ou qui n'ont plus assez de perspective ou plus assez de jus, hein, c'est-à-dire des cellules qui ont finalement, qui ne valident pas le nouveau paradigme, qui sont restés sur des vieux process de persécution, des vieux process de castration. C'est des cellules qui finalement ont eu du mal à exprimer elles-mêmes leur véritable talent, qui se sont empoisonnées, cachées derrière voilà, des tripotages, des combines énergétiques qui étaient tout sauf de l'amour. Alors une grande partie de mon être vibre la fréquence de l'amour et dans ce ganglion, eh ben, il y a des fréquences qui sont encore à moi, qui ne sont pas évacuées du système et qui doivent être évacuées au rythme que le système appliquera. Pour la première fois, j'ai le respect de l'intelligence cellulaire qui me précède. Sans être passif, bien évidemment, je soutiens et j'honore ce processus, puisqu'il est quand même important de participer donc à cet échange avec la vie. Mais pour la première fois, je lui laisse vraiment me parler, me toucher et surtout la servir. C'est-à-dire que j'ai débranché tous mes contacts avec une société malade, des hommes qui ne sont pas devenus humains, et j'ai rebranché tous mes câblages électriques avec la vie et le vivant. Et à partir de là, ma vie a changé, puisqu'en fait, maintenant, je suis relié pleinement à la terre et pleinement au ciel, et je ne suis plus relié comme avant, dans mon ancienne personnalité, à la terre qui était ma mère et au ciel qui était mon père. C'est-à-dire que ces deux images, par analogie, mon père biologique et ma mère biologique, aujourd'hui, en tant que personnalité, ont été existantes, ont eu tout un tas d'événements, de scénarios donc vibratoires qu'il a fallu décoder. Et ben, en parallèle, aujourd'hui, je comprends que l'histoire de mon père, c'est l'histoire de ma relation au ciel et que l'histoire de ma mère, c'est ma relation à la terre. Et aujourd'hui, quand je pars marcher au parc de la Tête d'Or ou même courir, j'ai mes pieds qui touchent la terre dans l'énergie tellurique de ma mère terrestre, profondément reconnaissante de m'avoir donné la vie, et de mon Père céleste dans la conscience des champs d'information qui me sont donnés. Et ces deux énergies me traversent de haut en bas, de bas en haut, pour la première fois, et réunissent dans mon cœur le haut et le bas. Donc ce cancer est peut-être le dernier point, je l'espère, violent, puissant, peut-être d'une guérison actée ou peut-être d'un départ imminent. Ça, je ne le sais pas et je n'ai pas à le savoir. Bravo en tout cas pour ce courage, en tout cas de la vie, et puis ce livre qui est ton présent pour l'humanité, d'une certaine façon. Et je dirais même que en langage oiseau, on dit que vivre l'instant présent, hein, sachant que le présent est un cadeau, on se dit cela veut dire que chaque instant de vie est un cadeau. Et donc tu le vis comme ça. C'est marrant de voir, on dit faire un présent c'est un cadeau, et vivre l'instant présent, tu le vis comme ça. Donc chaque instant pour toi est une gageure. C'est un truc de fou hein, que tu viens de dire quand même. Hein.
J'ai pas de mots. Les mots me manquent par rapport à ça. J'ai même de la maladresse à pouvoir valoriser ce qui est déjà un diamant intérieur, hein, qui jaillit de toi. Et j'admire vraiment la force avec laquelle tu utilises ces mots et tu le nommes. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre, et le déni, c'est déjà de dire ne me parle pas de cancer, et tu oses le nommer clairement par ce qu'il est, pour ce qu'il est, en sachant que, voilà, quand la première fois que je t'ai eu au téléphone, où tu m'as écrit, parce que je t'ai contacté d'abord par email, on va le dire, hein, Oui. je t'ai dit la chose et je te réitère, pour moi, tu as déjà gagné, tout simplement. Tu as déjà un soldat de lumière qui est vainqueur, victorieux, quelle qu'en soit l'issue, vraiment. En tout cas, comme on en a parlé, le corps n'est qu'un véhicule, hein, et comme tu l'as dit pour toi, le passage de l'un à l'autre monde n'est pas, si tu veux, n'a pas l'importance auquel on veut bien y mettre autant de ferveur comme on le fait, c'est-à-dire accroché à ce véhicule-là. Pour toi, c'est quoi le passage, si passage il y a, quel que ce soit par la maladie ou de manière plus tard naturelle? Pour tout un chacun, pour toi, c'est quoi? C'est une autoroute avec un péage? C'est quoi? En fait, il y a dans cette configuration énergétique dans laquelle nous avons été embarqués des champs qui sont donc de la conscience collective et des champs de la conscience individuelle. Nous sommes donc énergétiques par nature et nous sommes sensibles à la matière et à la vitesse de l'esprit par une formule qui a été développée par Einstein qui s'appelle E égale mc au carré. L'énergie, c'est quoi? On ne peut pas vraiment définir ce que c'est, mais on sait quand on n'en a pas. On sait quand on n'en a plus. Voilà, on sait dire putain, j'ai plus d'énergie. Ça, on sait le dire. Donc, il n'y a pas besoin d'aller trop chercher ce que c'est. On sait aussi que d'un point de vue des sciences, c'est un état de différence entre deux états. Pour qu'il y ait de l'énergie cinétique, il y a un changement d'état entre quelque chose qui est à l'arrêt et quelque chose qui prend de la vitesse. Pareil pour de l'énergie hydraulique, il y a une différence de hauteur qui vont donc accélérer un processus de descente donc de fluides qui vont accélérer donc et vont faire de l'énergie. Donc voilà, l'énergie, c'est une différence d'état. Donc cette différence d'état aujourd'hui, elle habite tous les corps qui sont autour de nous, c'est-à-dire la conscience matérielle qui est autour de nous. Tous les objets autour de nous et même notre corps fonctionnent avec des vibrations. Les objets émettent des vibrations et réceptionnent des vibrations. Donc tout ce qu'il y a autour de moi est un échange de ma conscience. C'est déjà mon décor. Voilà. Si je suis dans la rue et que je suis sur un matelas, ça veut dire qu'en fait, mon âme se retrouve à la rue sur un matelas. Si je suis dans un appartement du 16e arrondissement de Paris, dans un bourgeois, ça veut dire que mon âme se retrouve donc dans des territoires. Donc c'est pareil, ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est la même chose. Donc il faut décoder déjà dans un premier temps l'ensemble du décor dans lequel on se trouve. Et la deuxième chose pour ce péage, c'est quitter la mémoire, puisque nous vivons dans une mémoire. Nous vivons dans la mémoire de l'univers. Nous vivons dans une mémoire. Nous ne sommes pas encore nés, en fait, à quelque part. Nous sommes en devenir. Nous sommes des somnambules qui vivons quelquefois dans la lumière du jour et quelquefois dans l'obscurité de la nuit. Et ce, tous les 12 heures. En fait, nous avons des champs d'information de cette journée et nous avons des champs d'information de la nuit. Et le corps devient l'interface entre le veilleur et le rêveur, entre le rêveur et le veilleur. C'est pour ça que chaque jour qui est décodé, chaque jour qui est précisément incarné, c'est-à-dire quitter les automatismes débiles qui nous font finalement vivre comme des automates, pour finalement ressentir la vie, on donne de l'information la nuit avant de se coucher à son veilleur, qui lui-même va le restituer au double, au rêveur, qui se retrouve de l'autre côté. J'ai dit depuis quand on a commencé cette émission, nous échangeons de l'information avec quelque chose qui est non local. La conscience est non locale, elle est ailleurs, elle est quasiment à 8 minutes d'ici. Et nous avons de l'information avec nous-mêmes ailleurs, dans des plans multidimensionnels. Ça, c'est la réalité de ce que nous sommes. Et il nous faut le capter. Et pour le capter, il faut enlever toutes les résistances et les mémoires collectives qui nous ont été finalement instruites pour nous détourner de cette énergie. L'inquisition religieuse a été de détourner notre propre amour. C'est-à-dire qu'en fait, globalement,
au nom d'hommes en blanc, j'ai pu tuer au nom de Dieu, j'ai pu violer et persécuter au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, au nom de Dieu, au nom d'une création de psychopathes, et je ne vais pas m'attaquer volontairement ou violemment aux croyances. Chacun peut croire ce qu'il veut. Mais la vie n'a pas créé Dieu. Vous voyez, dans la nature, il n'y a pas de Dieu qui existe. Il n'y a pas d'église. Je veux dire, dans la nature, vous avez des plantes qui sont des véritables morceaux du vivant qui portent tout en elles une véritable place pour la guérison ou pour tout un tas de choses. Donc la nature, par nature, n'a pas créé Dieu, elle n'a pas créé les églises. Ça, c'est les hommes qui l'ont créé. Et ils ont eu raison de le créer, puisqu'ils étaient dans l'ère du poisson. Ils ont eu raison de le créer. Seulement, un homme qui ne devient pas un être humain va utiliser le mensonge, va utiliser le tripotage. C'est pas qu'on va lui en vouloir, mais il va essayer en tout cas d'attirer l'autre, d'attirer l'énergie de l'autre. Je ne peux pas faire signer une assurance vie à quelqu'un si je ne le mets pas dans la peur. Donc on a compris que la peur était réellement la fréquence vibratoire à utiliser pour asservir l'autre. Pour qu'un esprit ait peur, il faut qu'il sente en lui un danger. Ça veut dire qu'il sente en lui qu'il n'est pas connecté à sa source. Et donc, toutes ces fréquences vibratoires n'avaient de cesse que de détourner l'énergie d'amour de nous-mêmes à nous-mêmes. Et c'est vieux parce que d'abord, nos parents ont été les premiers précurseurs, donc nous sommes quand même la moitié du père et de la mère. Nous sommes aussi également la moitié du grand-père et de la grand-mère des deux côtés, et puis la même chose de l'arrière-grand-père, et ainsi de suite. Et puis on remonte à l'origine de la vie, à l'origine même primordiale des océans de la vie, au cœur de la cellule souche. Nous sommes la division, la cytosinèse d'une cellule qui s'est divisée. Et parce qu'elle s'est divisée, elle est allée chercher de l'information. Elle est partie dans la vie sur sa coquille de noix chercher de l'information et elle a rencontré tout un tas d'événements. Comme Ulysse est parti, comme Jésus est parti, comme les esclaves sont partis d'Égypte, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'histoire est toujours la même, quels que soient les champs dans lesquels on opère. Et il y a un moment où la cellule quitte l'esclavage. Il y a un moment où la cellule ose sortir du système nerveux autonome. Elle ose exister. Elle ose dire à ses autres copines, moi j'en ai marre de rester dans le poulailler. Tout le monde me dit qu'il faut que j'ai peur du renard, et ben je vais sortir du poulailler. Et je vais bien voir finalement l'expérience avec ce renard. Et finalement, cette poule a une chance sur deux de faire une très belle rencontre avec le renard. Et voyez-vous, ce qui nous a été enlevé, c'est ce qui nous a été détourné, ce qui a été voulu, en fait, c'est-à-dire au nom de l'éducation, au nom de l'autorité, au nom de la religion, au nom de tout, au nom du mariage, au nom de l'amour, au nom de la fidélité, au nom de l'amitié, nous détourne de l'amour. C'est-à-dire que nous n'entendons plus ce que nos corps ressentent, nous trafiquons par la tête des nouveaux ressentis pour abîmer le corps. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2000 ans, c'est-à-dire qu'on a mis le corps en jachère, on a bousillé la relation au corps, c'est-à-dire en fait il ne faut plus se masturber, il ne faut plus jouir pendant l'époque donc du monastère ou voilà, je veux dire, si aujourd'hui il n'y a plus de personnes dans les prêtrises ou dans les monastères, c'est qu'à un moment vous ne pouvez pas être dans un idéal au nom de Dieu avec un cul qui ne fonctionne pas. C'est pas possible parce que la vie elle fonctionne, parce que la vie est un mouvement, parce que la vie est une sexualité infinie. Parce que dans la nature, une biche qui a envie de pisser, elle va pas lever la patte pour demander le droit de pisser, elle pisse. Et c'est parce qu'on nous a enlevé ça qu'on nous a enlevé en fait notre plus grande grandeur. Et ça c'est ancré, tellement ancré au goutte à goutte dans notre chair qu'il suffit qu'on soit dans un bureau avec un patron pour retrouver l'autorité d'un père ou d'une mère ou même de l'école. Et tous nos traumatismes qui n'ont pas été nettoyés nous maintiennent, nous détiennent et nous retiennent dans cette incapacité de capter notre fréquence qui est absolument primordiale, l'amour même de la source, de notre Père et de notre Terre. C'est ça qui nous est demandé, de tourner notre bouton pour aller chercher notre fréquence. Et tout doucement, bien sûr qu'on va bouger. On est obligé de changer parce que dès que vous tournez un bouton d'une fréquence d'un poste radio, vous mettez du mouvement. Et il y a quelque chose de déstabilisant, bien sûr, parce que la personnalité va tout doucement changer. L'échafaudage va commencer à se transmuter et toutes les cellules vont libérer la mémoire. Et c'est le corps qui s'en occupe. La nuit, souvent, mais des fois, on remontait d'émotions sans qu'on s'en rende compte.
Et c'est là où on assiste à quelque chose de merveilleux. On devient en fait une usine à transformer de l'énergie, de l'émotion et de l'information. Et c'est ça qu'il faut arriver, en tout cas que moi j'ai réussi dans mon propre chemin et dans les informations qui m'ont été proposées. Et je vous rappelle que chacun de nous a son quota d'énergie et d'infos. Moi, ce qui est à moi concerne que ma propre histoire. C'est dans mon sac à dos informationnel. Le pote à côté, il a un autre sac à dos informationnel. Et le pote en face, il a un autre sac à dos informationnel. Je peux parler que de ce qui a été mon expérience. Si dans le choix de mes mots et dans mes lexiques que j'utilise, si j'emploie les mots pédophilie, persécution, humiliation, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne déjà. Si je regarde une émission de télé et que je me sens mal face à un événement ou un dossier, c'est parce qu'il y a des parties de moi qui résonnent. Vous pouvez mettre toutes les personnes qui sont homosexuelles, elles n'ont pas toutes eu un problème avec un employeur. C'est parce que moi-même, j'avais un problème avec mon homosexualité qu'elle s'est manifestée. Et c'est là où ça devient intéressant, non pas de fuir, non pas d'accuser l'autre, mais de se prendre en charge pour guérir, pour comprendre pourquoi, finalement, nous refusons ce que nous sommes, ou en tout cas l'expérience de l'empreinte vibratoire dans laquelle nous sommes passés. Voyez-vous, les champs du vide sont pareils à des baignoires. Quand vous les traversez, vous imprégnez tout votre être. Et si vous traversez une zone de turbulence, vous imprégnez votre être de la zone de turbulence. Ce n'est pas grave. Parce qu'il faut que cette zone de turbulence soit transmutée par le corps. Il faut qu'il soit libéré. Il faut que le corps traverse l'empreinte sans la garder. S'il la garde, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui a résonné, il y a quelque chose qui s'est aimanté. Deux aimants qui s'attirent, il faut avoir beaucoup de force pour les désaimanter. Vraiment. Et le seul moyen de pouvoir les désaimanter, c'est d'avoir des forces encore plus contraignantes. Le plus et le moins s'attirent, et dans les champs, nous avons des parties magnétiques que nous avons laissées dans nos propres pollutions, dans nos propres incarnations, dans les choses où on s'est barré de ligne de vie en ligne de vie. En fait, on est parti mourir, on s'est réincarné ailleurs, on a laissé quelque part, on va dire, notre pollution. Nous avons laissé dans les champs nos pollutions, nos familles ont laissé dans les champs nos pollutions. Toute la mémoire de la guerre, de tous ceux qui ont eu des approches particulières avec par exemple la guerre, et notamment, on va dire, peut-être d'avoir dénoncé des juifs, et ben cette mémoire-là, si elle est toujours vivante dans la famille, elle le sera pour un aïeux. Il n'y a pas photo, parce qu'elle est toujours vivante dans l'univers. L'univers est vivant. Tant qu'il ne nettoie pas sa mémoire, elle est pour notre gueule. Donc, il y a une responsabilité réelle. C'est-à-dire, je ne fuis plus ce qui me fait vraiment du mal, mais je vais me mettre au bureau et je vais traiter avec ce que je peux faire, même si je ne sais pas comment ça marche, en tout cas la mémoire de ce qui s'est passé. Pour moi, dans ma vie d'incarnation, peut-être dans ma vie karmique, mais aussi dans ma lignée de famille. Et tout ça va enlever des espaces vibratoires qui empêchent de se raisonner ou de se connecter à cette fréquence. Et quand on se rapproche de cette fréquence, on voit bien qu'on devient de plus en plus en équilibre et qu'à un moment, finalement, le déroulé de la vie se manifeste, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de savoir qui on veut être. C'est-à-dire qu'en fait, nous accueillons en fait l'injonction de quelque chose de plus grand. Ce couple intérieur, ces deux énergies qui sont retrouvées, ce couple, cette union restaurée du féminin et du masculin, c'est-à-dire de la terre et du ciel. Un peu comme si on remettait finalement le mariage au goût du jour. C'est ce qui nous a été enseigné dans tous les livres religieux qui ont été détournés de leur véritable message par des tentatives, des tripotages, mais le cœur du cœur, c'est toujours la même chose. Il y a une conscience qui à un moment sort d'un système d'asservissement, qui sort de l'abus d'autorité, qui sort de l'esclavage, qui ose dire stop, en fait. Tout simplement, qu'on soit battu, qu'on soit violé, qu'on soit persécuté au travail, qu'on n'ait plus de valeur, qu'on nous fasse croire qu'on vaut rien, et il y a un moment. Et je ne sais pas quand il arrive ce moment, mais il arrive un moment où on dit stop. Et ça, c'est un véritable choix. C'est un véritable choix. C'est vraiment le plus beau cadeau qui nous a été donné, c'est de dire oui ou non. Oui ou non. Quels que soient les événements qui vont se dérouler après avoir fait le choix, qu'importe, ce n'est pas grave, tout est juste. Et si vous demandez à chacun de nous si tout ce qu'il a fait dans ses choix et ses décisions a été juste, la plupart des gens vous diront oui, parce qu'il ne peut pas en être autrement.
On ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Ça devient une névrose, ça devient quelque chose d'inexistant. J'ai de la force, beaucoup de force et de courage que dans l'instant présent. Si jamais mon mental y part dans une pensée du passé ou du futur, je suis marron, j'ai plus d'énergie. Je suis embarqué. Je suis embarqué par des jours qui peuvent devenir des implants de merde pendant 2, 3, 4 jours, voire une semaine. Je suis même plus au contact de la vie. Je vois même plus mes amis. Je vois même plus rayonner la vie. Je suis parti dans ma pensée. Je suis plus dans l'instant présent parce que je suis pas dans ma chair. Donc, les 2 premiers éléments importants pour moi, pour vraiment commencer un travail de guérison, c'est déjà diviser son mental par 2, c'est-à-dire en lisant La Voix du Sentir de Louis Sansa, qui est vraiment un livre remarquable, qui permet de comprendre qu'à un moment, il faut quand même laisser son corps ressentir des choses et laisser le mental ressentir des choses. Voilà. Et que les 2, c'est quand même mieux s'ils ont les mêmes signaux de ressentiment. Voilà, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Donc déjà, là, il y a un travail, et après, bien sûr, s'attaquer à sa mémoire. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de guérison sans s'attaquer à la mémoire, puisque nous vivons dans la mémoire. Donc nous avons un petit sac plastique, et à un moment, c'est le moment de ramener les déchets à la maison. Voilà, c'est la responsabilité. Merci à toi, Franck, pour cette honnête exposition de ta philosophie de vie. On va poursuivre, hein. C'est vrai que l'humain, privé de la vue, se permet de développer d'autres sens, avec une autre façon de voir au-delà des apparences. Et c'est peut-être ce que tu as fait aussi, de dire je vais fermer les yeux avec mes yeux physiques pour voir vraiment le monde autrement, au-delà de ce qu'il représente par le ressenti. Et tu as su voir les choses avec ton cœur, et c'est ce que je retiens en tout cas de cette première partie de cette interview. Va y en avoir d'autres, hein. Petit à petit on va découvrir, et je vous invite à découvrir la suite de Franck, de cette rencontre, comme vous allez apprendre à connaître Franck comme j'apprends à le connaître avec vous, par la même occasion, avec un plaisir que je révèle. Voilà, je me régale. Je me régale à t'écouter. C'est impressionnant parce que si on connaît Elisabeth de Caligny, que tu connais certainement, qui est une conteuse hors pair, mais qui raconte des histoires qu'elle n'a pas elle-même vécues, elle compte des histoires par procuration, hein, on le dit toujours, je le répète, je l'ai toujours dit, c'est à travers la lecture des livres, et c'est là où c'est riche, c'est le seul moyen, la lecture de livres, donc un livre que tu vas sortir, que l'on peut vivre plusieurs vies dans une même vie. Et tu nous proposes ça aujourd'hui, et j'adore ta manière de compter, sauf qu'à la différence d'Elisabeth de Caligny, c'est ta propre vie que tu comptes là, que tu racontes, et c'est juste merveilleux. Ah ouais, c'est l'embarcation. Ouais. Et là, il n'y a pas de, il y a pas de masque là, hein, c'est sans masque. Ah, Là. tout à fait. Les Ouais, masques tombent et c'est le cas. En c'est tout ça. cas, Ouais. en tout cas, je te remercie pour cette première Merci. partie. On va poursuivre pour une autre. Je vous donne rendez-vous toujours avec Franck pour dévoiler petit à petit et enlever ce masque pour, là, cette fois, le voir avec vos propres yeux dans une autre interview qui viendra très, très rapidement. Franck, je te remercie de ta franchise, de ton authenticité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi dans ce que tu dis, puisque moi aussi, je suis issu d'une grande famille de 7 enfants. Et j'ai aussi, comme beaucoup de personnes qui sortent d'une grande famille, d'avoir beaucoup de place. Bizarrement, tu as fait Saint-Jacques de Compostelle et puis tu finis peut-être ton pèlerinage avec moi, puisque je m'appelle Santiago. Faut-il en rappeler? Ah, c'est chouette, mais c'est trop bien. Ah, merci pour ce cadeau. Ah, tu vois, j'ai ma coquille avec moi, fétiche. Et c'est génial. Ah, je reçois ça avec joie. Merci beaucoup. Ah ouais, Merci grave. à toi, c'est moi qui suis honoré en tout cas par tout cela. Merci. Super. Voilà, donc on se quitte et on se retrouve pour la prochaine fois. Merci à vous tous et n'oubliez pas, un second épisode, une série, certainement qui va être un duo ou une trilogie, je ne sais pas encore, on va voir pour dévoiler ce que Franck va vous apporter. Je sais qu'il vous a déjà beaucoup apporté, mais le meilleur reste à venir. Merci à vous tous, au revoir. Merci Didier. Au revoir.